Découvrez notre panel d'experts d'exception pour ce webinaire événement sur le marketing à l'ère de l'IA. Le docteur Carlos Inglèche, visionnaire du marketing stratégique à Casablanca, qui révolutionne l'approche client dans les secteurs les plus compétitifs. La professeure Angouanda Peggy, docteur en sciences de gestion et spécialiste reconnue de la marque employeur à Rabat. Cindy Gampourou, brillante doctorante en génie civil d'Oujda, dont les recherches pointues en géotechnique font déjà référence. Corneille, ingénieur d'État en maintenance électronique industrielle, expert en système Siemens et en automatisation des processus. Et Louis Samaké, consultant chevronné en RCE et ESG de Bamako, pionnier des stratégies de rémunération équitable. 5 experts, 5 visions complémentaires pour un webinaire qui transformera votre approche du marketing moderne. Place. Bonjour, à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous me recevez, vous m'entendez? Bonjour, oui, nous vous recevons. D'accord. Donc, bonjour, chers entrepreneurs, chers marketeurs, chers étudiants. C'est un honneur et un réel privilège de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire exclusif sur le marketing à l'ère de l'intelligence artificielle, organisé par Marketing Impacto. Marketing Impacto est une société de conseil qui a pour vision d'être le premier partenaire de conseil guidant les entreprises vers une influence et une prospérité inégalées dans leur propre domaine d'influence et sur le marché, favorisant un environnement d'opportunités illimitées et de croissance durable. Et Marketing Impacto dispense aussi des formations professionnelles via le Marketing Impacto Training Center, le MITC. Et notre objectif au travers du MITC est de développer la capacité d'action des leaders actuels et futurs du marché en leur fournissant des outils, des compétences et le mentorat nécessaires pour réussir dans un environnement hyper compétitif. Et aujourd'hui, au travers de ce webinaire, nous voulons vous fournir les outils stratégiques de l'intelligence artificielle qui transforme l'impact marketing. Et donc, nous tenons à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence qui témoigne de votre engagement à rester à la pointe de l'innovation en marketing, sachant que le marketing est omniprésent dans le quotidien de chacun. Donc, avant de poursuivre ces moments, permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Anicette Cindy, je suis doctorante en génie civil et auto-entrepreneur et j'aurai le plaisir d'animer cette session d'échange enrichissante et de vous accompagner tout au long de cette rencontre. Et donc, comme je l'ai annoncé en amont, donc durant la rencontre, nous vous prions juste de garder vos micros désactivés pour éviter les interférences. Voilà, merci beaucoup. Et comme je l'ai annoncé en amont, le thème de notre rencontre aujourd'hui est le marketing à l'ère de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez sûrement remarqué, l'intelligence artificielle est aujourd'hui devenue incontournable, non seulement dans le marketing, mais aussi dans tous les domaines de notre quotidien, de la santé à l'éducation, en passant par la finance, les ressources humaines et bien plus encore. Et ce webinaire est conçu pour que chacun d'entre vous en tire des bénéfices concrets, que vous soyez chef d'entreprise ou encore que vous soyez marketeur en pleine évolution ou étudiant en quête d'orientation. Dans ce webinaire, vous découvrirez les outils stratégiques gagnants de l'intelligence artificielle et leur applicabilité dans votre quotidien. Vous découvrirez également ce qu'est réellement l'intelligence artificielle, son fonctionnement et les pièges aussi à éviter. Également, vous aurez l'opportunité d'apprendre des stratégies de vente à base de l'intelligence artificielle et ce que offre l'intelligence artificielle dans le domaine du marketing de services. Et pour vous présenter ces différents sujets, nous avons réuni un panel d'intervenants passionnés et expérimentés, issus de divers horizons, qui vous partageront leur expertise, leurs expériences concrètes et aussi des perspectives enrichissantes sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le marketing et au-delà.
Donc, nous avons aujourd'hui parmi nous ingénieur Corneille, qui est ingénieur d'État en maintenance électronique industrielle, expert en système Siemens et en automatisation des processus. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir le docteur Carlos English, qui est visionnaire du marketing stratégique à Casablanca, qui révolutionne l'approche client dans les secteurs les plus compétitifs. Parmi nous aussi, nous avons la professeure Pagel Ongwanda, docteur en sciences de gestion et spécialiste reconnu de la marque employeur Araba, et le consultant Louis Samake, qui est consultant chevronné en RCE et ESG de Bamako, pionnier des stratégies de rémunération équitable. Et donc, à l'issue des différentes interventions, nous ouvrirons une table ronde interactive durant laquelle nos panélistes répondront à vos questions. Donc, ce sera un véritable moment d'échange. Ça vous permettra aussi d'approfondir les sujets abordés et aussi d'avoir des éclaircissements sur les points qui vous tiennent à cœur. Donc, tout au long du webinaire, sentez-vous libre d'interagir dans le chat. Vos questions et vos réflexions sont les bienvenues. Merci beaucoup. Voilà, donc, bienvenue à ceux qui arrivent. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, donc permettez-moi de vous inviter à visiter le site web de Marketing Impacto, qui est marketing-impacto.com, que je vais mettre dans le chat. Voilà, donc je vous poste dans le chat. N'hésitez pas de visiter, vous y trouverez notre gamme complète de services marketing et aussi la possibilité de nous contacter directement. Donc encore une fois, merci pour votre présence et votre attention et nous vous souhaitons un bon webinaire. Donc nous allons débuter en accueillant notre premier panéliste du jour, ingénieur Corneille, qui va nous parler de l'intelligence artificielle et la puissance des données en marketing. À vous la parole, ingénieur Corneille. Merci. Bonjour, doctorante Cindy. Bonjour, tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir. Donc, je vais partager mon écran. Oui, tout d'abord, je vais commencer par les 3D de l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais parler de l'importance des données en intelligence artificielle. Et puis après, les critères d'évaluation des données. Et enfin, quelques pièges à éviter en matière de marketing avec l'intelligence artificielle. Oui, les 3D de l'intelligence artificielle. Il y a 3 choses qui distinguent l'intelligence artificielle de l'informatique classique. Ces 3 choses ce sont des verbes d'action détectés, délibérés et se développer. Détecter, cela veut dire les systèmes d'intelligence artificielle sont conçus pour percevoir leur environnement en capturant et en identifiant les données et les événements pertinents qui se produisent en temps réel, constituant ainsi la base d'une analyse plus approfondie. Délibéré veut dire une fois les données détectées, l'intelligence artificielle s'engage dans des processus de raisonnement et de prise de décision, évaluant les actions possibles pour sélectionner la voie optimale sur la base des modèles appris et du contexte. Développer veut dire l'une des caractéristiques de l'IA est son potentiel d'auto-amélioration et d'évolution au fil des expériences, ce qui lui permet d'améliorer continuellement ses performances et de s'adapter à de nouveaux scénarios sans intervention humaine directe. Originellement, le rêve de l'IA était de construire des systèmes
ou bien des solutions informatiques reproduisant l'intelligence humaine en vue de prendre en charge des tâches dangereuses, ennuyeuses, des tâches sales et difficiles. En anglais, on a 4D: dangerous, dull, dirty, and difficult. Pour imiter l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle doit donc au moins être capable d'effectuer les étapes suivantes. Traiter les informations reçues, et comprendre, raisonner et agir. Oui, donc nous voyons que l'intelligence artificielle imite les fonctions cognitives humaines. L'être humain parcourt les mêmes étapes. Nous assimilons des éléments via nos cinq sens et nous les traitons pour comprendre notre environnement. Ensuite, nous réfléchissons à la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous choisissons ce que nous voulons faire et agissons. Le rôle des données en intelligence artificielle. Dans le monde de l'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage automatique. On va dire que les données sont le carburant qui permet à l'intelligence artificielle de discerner des modèles et d'interpréter les données fournies. Comme pour l'humain, comme pour l'être humain, on ne peut pas agir au-delà des informations qu'on a. On ne peut pas agir au-delà de ce que nous connaissons. Donc, c'est pour cela les données. Nous allons voir tout juste après qu'est-ce que les données dans le contexte de l'intelligence artificielle. Donc, les spécialistes du marketing et les chefs d'entreprise ont tout intérêt à discuter des données. Oui, dans le contexte de l'intelligence artificielle, on peut définir les données comme des informations brutes qui servent de données d'entrée aux algorithmes d'apprentissage automatique. Et ces données peuvent être de différentes formes. Donc, en intelligence artificielle, quand nous parlons de données, nous parlons des textes, nous parlons des images, nous parlons des vidéos, des audios, des tableaux structurés. Quand nous parlons des données, c'est-à-dire quand nous parlons des textes, quand nous parlons des audios, des vidéos, quand nous parlons des images, et ce n'est pas n'importe quelle donnée qu'il faut introduire dans les systèmes d'intelligence artificielle. Il faut des données de qualité et qui répondent à certains critères, à savoir la précision. Donc, la précision mesure à quel point les données reflètent les informations du monde réel. Des données exactes sont exemples d'erreurs et de divergences. Je vais donner un exemple. Dans un système d'intelligence artificielle médicale, des données erronées sur un patient peuvent avoir des conséquences mortelles pour les patients actuels et futurs. Donc, les données doivent être complètes, la complétude des données. Les données complètes contiennent toutes les informations nécessaires sans aucune lacune. Les données manquantes ou incomplètes peuvent entraver l'entraînement et la prédiction des modèles d'IA. Par exemple, si nous souhaitons personnaliser une campagne de marketing par courrier électronique, mais que nous ne disposons que des données partielles sur nos clients, l'IA risque de ne pas percevoir des schémas et des préférences clés. Et cette situation peut conduire à la création et à l'envoi d'emails sans contexte ou pire encore totalement inexacts. Les données cohérentes. Quand on dit les données cohérentes, les données qui
qui répondent à une logique. Les données cohérentes maintiennent l'uniformité en termes d'unité, de format et de définition. Les données incohérentes peuvent perturber les algorithmes d'IA et conduire à des résultats peu fiables. Les données, quand on parle de la qualité des données, on va parler aussi des données pertinentes. Les données pertinentes s'appliquent aux problèmes posés et s'alignent sur les objectifs du projet d'intelligence artificielle. Nous allons parler aussi des données actuelles. Ce sont des données à jour qui reflètent l'état actuel du sujet, parce que les données obsolètes peuvent conduire à des prédictions de modèles obsolètes. Quand nous parlons de la qualité des données, nous allons parler aussi des données valides. Les données valides respectent les règles, les normes et les contraintes de leur domaine. Si, par exemple, dans le domaine des soins de santé, la validité garantit que les valeurs de laboratoire se situent dans des fourchettes plausibles et que les diagnostics respectent les codes médicaux. Et quand nous parlons de qualité de données, nous parlons aussi des données uniques. Les entrées de données en double peuvent fausser l'apprentissage des modèles d'intelligence artificielle, entraînant des résultats biaisés ou inexacts. Par exemple, dans les bases de données clients, les entrées multiples pour une même personne peuvent conduire à des informations erronées sur les clients ou à des stratégies de marketing. Et enfin, nous parlons de la granularité qui décrit le niveau de détail de profondeur des données. Donc, cela veut dire qu'on doit s'assurer que les données sont suffisamment détaillées pour être analysées, mais pas au point de devenir ingérables ou de poser des problèmes de confidentialité. Nous avons vu l'importance des données pour les systèmes d'intelligence artificielle et pas n'importe quelles données, les données de qualité, mais il faut aussi des données de quantité. La quantité de données dont on dispose est tout aussi importante que la qualité des données que nous utilisons avec l'IA. Mais plus de données n'est pas toujours synonyme de meilleure qualité. Il faut trouver un équilibre entre quantité et qualité. Quelques pièges à éviter en matière de marketing avec l'intelligence artificielle. Premièrement, limiter la créativité humaine. Nous devons comprendre que les idées générées par l'intelligence artificielle doivent être utilisées comme des outils permettant d'affiner, d'inspirer la créativité humaine et non comme des résultats finaux. Négliger l'interaction humaine authentique. La valeur d'une connexion humaine authentique ne peut être négligée. Nous sommes tous d'accord. Les relations mémorables et loyales avec les clients se construisent souvent grâce à des interactions authentiques qui transcendent ce que l'intelligence artificielle seule peut offrir. La dépendance excessive à l'égard de l'intelligence artificielle pour l'analyse du retour sur investissement. Bien sûr que l'IA offre de puissantes capacités d'analyse. Elle doit compléter, non remplacer. Donc, en somme toute, il est nécessaire de considérer l'intelligence artificielle comme un troisième bras ou un second cerveau. Mais elle doit rester une aide au service de l'humain et non l'inverse. Ainsi prend fin ma présentation. Merci de votre attention. Merci. Voilà, nous vous remercions également, ingénieur Corneille, chaleureusement pour votre présentation qui a apporté un éclairage précieux sur ce qu'est réellement l'intelligence artificielle.
nous retenons les 3D de l'intelligence artificielle, détecter, comme vous avez bien su le dire, délibérer et aussi se développer toute seule. Nous retenons aussi l'importance capitale d'un équilibre optimum entre la qualité et la quantité des données pour avoir une intelligence artificielle performante. Nous vous remercions de nous avoir interpellés sur le fait que l'intelligence artificielle devrait être utilisée uniquement comme un troisième bras ou encore un second cerveau, en ce sens que nous ne devons point nous reposer entièrement sur elle. Donc, merci encore, ingénieur Corneille, pour votre présentation. Nous vous encourageons, chers participants, à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure que nous avançons dans le webinaire. Merci. Et nous allons à présent accueillir notre deuxième panéliste, Dr. Carlos English, qui va nous présenter les outils et les stratégies gagnantes. Dr. Carlos, à vous la parole. Merci. Oui, Dr. Carlos, nous vous entendons. Donc, comme je disais, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous m'entendez toujours. Exactement, Dr. Carlos. Très bien. Nous vous entendons. Vous voyez aussi mon écran qui est partagé, je crois bien. Oui. D'accord. Oui, juste pour me rassurer. Alors, je vous remercie donc pour la parole et je remercie aussi à toutes les personnes ici présentes. Je remercie aussi à toutes les personnes invitées, les personnes qui se sont inscrites. Alors, je me présente, je suis Carlos, docteur en sciences de gestion. Je suis un expert dans la gestion des capacités, des ressources et la compétitivité des entreprises. Je suis également le CEO de Marketing Impacto et je suis à l'écoute des marchés belges, français, américains et luxembourgeois pour des services à la clientèle. Donc, comment l'intelligence artificielle a découplé le pouvoir des marketeurs? Bien avant de répondre à cette question, je vais vous donner à tout à chacun de vous la possibilité d'écrire à présent dans la partie du chat. Je vais vous demander à ce que vous écrivez qu'est-ce que vous souhaitez apprendre aujourd'hui. Je vois aussi que vous êtes nombreux. Il y a une vingtaine de personnes qui sont connectées. Alors, également, je vous demanderai aussi de répondre aussi pourquoi vous croyez que l'intelligence artificielle vous serait utile et en quoi est-ce qu'elle vous serait utile. Écrivez ça. Écrivez ça, comme ça on va savoir et les prochains panélistes, ils auront une perspective plus claire de ceux qui pourront mieux en fait adapter leur discours à votre besoin et aux outils qu'ils pourront éventuellement vous présenter. Donc, pour donner suite, l'intelligence artificielle, elle transforme radicalement les industries et les professions. Le marché mondial de l'intelligence artificielle, il atteindra à peu près 1,570 milliards de dollars d'ici 2030. Cette présentation est essentielle pour que vous naviguiez, pour que vous puissiez mieux comprendre l'environnement de la révolution technologique. Alors, donc, qu'est-ce que c'est le marketing? Le marketing est une fonction de l'entreprise qui vise essentiellement à satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs. Elle cherche aussi à déterminer le marché cible qu'elle peut mieux servir et à offrir des produits et des services appropriés. Regardez ici que je vous propose de prendre un peu de hauteur et d'explorer ce que le marketing dans la vision plus stratégique et plus humaine, mais aussi plus innovante. Dans un monde en transformation rapide, où les données se multiplient, où l'intelligence artificielle transforme nos pratiques, le marketing doit rester ancré dans l'essentiel. C'est là que le mantra CCDVTP de Philippe Kotler prend tout son sens. En 3 blocs simples, mais puissants, il nous amène à comprendre le client et la concurrence, à savoir comment délivrer de la valeur et à toucher des profits. Bien sûr, ça c'est une poursuite de toute entreprise. Nous devons poursuivre un impact durable, que cela soit pour le client et que cela soit pour nous aussi, en tant qu'entrepreneur ou bien en tant qu'entreprise, et aussi en tant qu'étudiant
Lorsque vous faites votre marketing, vous faites surtout votre marketing pour votre carrière professionnelle. Vous faites le marketing de votre personne. Vous faites le marketing de votre compétence. Vous faites le marketing également de ce que vous avez comme atout et savoir-faire, savoir-être, ainsi comme savoir technologique. Donc, ce cadre nous rappelle que le marketing n'est pas une suite d'outils ou des campagnes, mais c'est une philosophie orientée vers la performance durable et l'expérience humaine. Et aujourd'hui, nous allons voir comment ce modèle peut être renforcé et découplé par l'intelligence artificielle. Ce modèle, il est allié à à la euh, la nouvelle pratique que nous avons, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Comme vous voyez, j'ai mis une définition de l'intelligence artificielle, le marketing de l'intelligence artificielle, qui est en fait l'intégration des technologies d'intelligence artificielle dans plusieurs aspects du marketing, depuis l'analyse des données, les clients, et l'automatisation de tâches marketing, en passant entre, entre autres par la génération de contenu sur des différentes formes. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de l'intelligence artificielle, les gens peuvent se dire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouvel. D'autres même peuvent te dire que, voilà, l'intelligence artificielle elle vient à peine d'apparaître. Mais l'intelligence artificielle, elle existe depuis très longtemps. Lorsque vous jouez, par exemple, la dame ou bien les échecs dans votre téléphone portable, vous voyez que vous jouez avec une intelligence artificielle. Et juste pour la blague, la plupart de vous appelez ça l'ordinateur, que vous jouez contre l'ordinateur. L'intelligence artificielle, elle se retrouve dans les PlayStation, il se retrouve dans YouTube, il se retrouve dans Netflix, il se retrouve dans pas mal d'activités que vous utilisez. Donc, comment se fait-il que les gens ne se sont pas rendus compte que l'intelligence artificielle était là? Tout simplement parce que on l'appelait pas auparavant intelligence artificielle. Parce que, en vérité, ce n'est pas une intelligence artificielle. Juste pour votre information, on l'appelle intelligence artificielle et on considère une personne intelligente comme quelqu'un qui est capable de soi-même d'apprendre et de raisonner, de répéter, de retenir et de envoyer. Cependant, l'intelligence artificielle, elle est programmée, elle est entraînée. Bien que les hommes sont entraînés, l'intelligence artificielle, elle ne pourra jamais arriver à la capacité d'un homme qui l'a créé, bien qu'elle peut être plus rapide que l'homme. C'est là où elle bat les hommes. Donc, en 2025, le marché de l'intelligence artificielle poursuit la croissance exponentielle, confirmant ainsi les projections de 2024, selon Statista, qui a anticipé un dépassement de 500 milliards de dollars d'ici 2028. Mais je viens de vous préciser que c'est maintenant 1,570 milliards, selon une nouvelle étude effectuée en 2025. Et donc, les secteurs comme l'apprentissage automatique, la technologie autonome et le traitement des langages naturels dominent cette expansion tirée par des applications concrètes dans l'industrie. La santé et les services, c'est là-bas un domaine qui a été déjà mentionné. Donc, pour les entrepreneurs, cela signifie qu'il est temps d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur stratégie pour rester compétitifs dans le marché. Les professionnels doivent se former aux outils émergents, tandis que les étudiants, ici présents, ils doivent saisir l'opportunité. Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs profils étudiants. Donc, vous devez saisir l'opportunité pour des carrières de l'avenir. En tant qu'étudiant, vous ne devez pas rester tout simplement sur le fait que, voilà, l'intelligence artificielle est là, mais je ne veux pas m'y lancer. Non, c'est une opportunité que vous êtes offerte. Et si vous êtes prêt à pouvoir saisir cette opportunité, vous allez faire des exploits. Vous notez simplement que auparavant, on vous demandait des compétences telles que la maîtrise de Word, la maîtrise de PowerPoint, Publisher. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, on a commencé à parler de la maîtrise du Big Data, la maîtrise aussi de CS50. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, il est très important qu'en tant qu'étudiant, que vous saisissez cette opportunité. L'intelligence artificielle n'est plus une option, mais c'est un impératif pour innover et pour croître dans un environnement économique en constante mutation et même une mutation qui est rapide. Dans l'autre cadran que vous voyez,
nous voyons qu'un quart d'emploi pourrait être automatisé par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une étude de Goldman Sachs qui dit qu'environ un quart des emplois dans la zone euro pourraient être automatisés par l'intelligence artificielle. Et c'est déjà le cas pour certaines personnes. Il y a certaines choses qui sont déjà en train d'être automatisées. Par exemple, ou pour le personnel administratif, 45% de leur activité est déjà automatisée. Suivez des techniciens que 31% de leurs activités est automatisée. Si vous créez des sites web, vous pouvez créer maintenant des sites web ou travers l'intelligence artificielle. Elle est ultra rapide, elle développe des codes, elle fait des encodages qui sont très cohérents. Cependant, il faut toujours une touche humaine. Vous allez voir ça avec d'autres intervenants. Donc, et vous voyez qu'il y a certains cadres aujourd'hui qui sont en train d'être remplacés à 29% par l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut avoir un impact très important sur la vie de toutes les personnes. Regardez ici, grâce à des stratégies plus intelligentes, des outils puissants et accessibles, et des cas concrets et inspirants, le moment est venu de passer à l'action. Ne restez plus dans la stagnation. La personnalisation, l'automatisation et l'analyse prédictive, ils redéfinissent les règles du jeu marketing. Aujourd'hui, exploiter les données permet d'anticiper le comportement, de segmenter plus finement, d'engager le client avec une efficacité accrue. Des solutions comme le chat GPT, qui est fréquemment utilisé par la plupart des gens. Le chat GPT, qu'est-ce que signifie? GPT signifie tout simplement Generative Pre-trained Transformer, c'est-à-dire un transformeur génératif pré-entraîné. Ou soit, il nous permet de réaliser des tâches auxquelles il a déjà été entraîné de réaliser. Donc, lorsque vous utilisez le chat GPT, il lance en lui en fait un bagage complet de toutes les démarches qu'il devait prendre. Donc, il y a HubSpot qui propose en fait l'accélération et la création du contenu, le ciblage et la conversion. On offre un avantage concurrentiel décisif. Certaines entreprises tirent déjà parti pour améliorer leur performance, tandis que d'autres échouent faute de pilotage stratégique clair. Je vais vous présenter à présent en fait la transformation radicale que l'industrie a subie. Cette transformation se présente au niveau du digital traditionnel. À présent, maintenant, nous sommes au marketing à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ce tableau que vous voyez là, il illustre ainsi la transformation et les avantages du marketing digital grâce à l'intelligence artificielle. Dans le marketing traditionnel, les analyses sont manuelles et descriptives. Et la connaissance des clients se limite à des segmentations, par exemple, statiques comme l'étude de l'âge ou bien l'étude du sexe de la personne, le revenu que la personne a. Et la personnalisée, elle est très, très basique. Donc, avec l'intelligence artificielle, il y a encore plus. Mais je continue sur le marketing traditionnel. La création de contenu est chronophage. La relation client repose sur des méthodes classiques, c'est-à-dire envoi des emails, les services après-vente, qui est en fait très humain, et les décisions en fait sont très, très réactives, basées sur des indicateurs passés parfois. Mais avec l'intelligence artificielle, les analyses deviennent automatisées et prédictives. La connaissance client s'appuie sur des profils dynamiques et des comportementaux et la personnalisation elle atteint un nouveau niveau, c'est-à-dire le one-to-one. Aujourd'hui, au travers de l'intelligence artificielle, si vous avez implémenté ça dans votre site web, dans votre site, même dans votre boîte email, vous pouvez l'intégrer. Il peut vous aider à rédiger vos emails la même façon par laquelle vous avez l'habitude de les rédiger. Vous pouvez aujourd'hui faire l'ajout. Je crois que la plupart des gens utilisent Gmail. Vous pouvez ajouter Gemini et Gemini, il peut vous éditer l'email de la même façon par laquelle vous avez l'habitude d'éditer les emails. Il y aura des présentations plus pratiques sur ça par les autres intervenants. Donc, l'automatisation, c'est un élément qui est très important. Et vous voyez, je vous ai donné des exemples des outils que vous pouvez utiliser pour faire cela. Il y a Jasper, il y a des chatbots, des assistants IA. Il y a aussi des optimisations qui sont effectuées pour le site web, par exemple. Vous pouvez utiliser HubSpot et ça vous permettra en fait d'avoir plus d'avantages. Également,
Copilot. Si vous êtes un webmaster, vous allez pouvoir en fait faire usage du Copilot et utiliser en fait le webmaster de Copilot dans lequel il va vous donner toutes les astuces pour pouvoir en fait optimiser au maximum votre site web. Il va vous donner des conseils, il va vous dire ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, les pages les plus visitées, ainsi de suite. Donc, allant déjà vers la fin pour obtenir en fait ces outils gagnantes. Vous savez que l'intelligence artificielle elle fonctionne comme un cerveau. Il y a en fait une partie gauche et la partie droite de ce cerveau. Et l'astuce clé, ce sont en fait des prompts sur mesure pour des résultats optimisés. Le véritable pouvoir de l'intelligence artificielle, il réside dans la formulation des prompts. Votre prompt, il doit être précis et adapté à vos besoins. Pour obtenir des réponses pertinentes, structurées, votre demande doit être précise. Par exemple, vous pouvez suivre le modèle suivant. De quoi avez-vous besoin? Vous pouvez vous poser la question. Est-ce que j'ai besoin d'un test? J'ai besoin d'une analyse ou bien d'une idée? Et la deuxième question que vous devez vous poser, c'est quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez informer quelqu'un? Vous voulez convaincre quelqu'un? Vous voulez automatiser une activité? Et dans quel cadre cela s'inscrit, cette demande? C'est dans un secteur précis, c'est une cible précise, avec quelle tonalité de voix ou bien avec quelle considération vous voulez parler à cette personne. Donc, quel est aussi le format ou les niveaux de détail que vous souhaitez obtenir? Par exemple, vous pouvez rédiger ces prompts ici. Rédige un email précisé en écrivant je veux un email professionnel pour relancer en fait à un client B2B avec un ton persuasif mais courtois avec un rappel de notre offre sur les logiciels SaaS et un CTA pour un démo gratuit. Avec ceci, vous avez écrit ce prompt, la machine il va vous générer des résultats et ces résultats seront adaptés à votre besoin. Pourquoi? Parce que vous avez été concis en disant quel est votre objet, pourquoi vous voulez et quel est le contexte et quel est le résultat que vous attendez. Et c'est ce que ces outils qui sont présentés dans la partie gauche, ils font. Par exemple, Google Analytics, il peut évaluer tout ce qui se passe dans votre site web, comme il peut aussi vous donner des propositions. HubSpot Predictive, il peut prédire en fait les prochaines choses à faire. Vous savez qu'il y a des ordinateurs qui peuvent battre même le plus grand échiquier. Des ordinateurs très puissants et très intelligents qui arrivent à réfléchir à une autre vitesse. Bien que si l'être humain avait plus de temps, il pourrait battre la machine, mais la machine elle est plus rapide que l'être humain. Donc, c'est là où elle nous donne en fait la possibilité de gagner en temps, de gagner en fait dans les tâches qui sont répétitives et nous permettre d'automatiser, par exemple avec Facebook Ads. Avec Facebook Ads, vous pouvez en fait planifier une publicité dans laquelle vous pouvez faire des tests, vous pouvez créer plusieurs modèles des différentes publicités que vous allez faire et l'algorithme de Facebook il va commencer à tourner et pendant qu'il va tourner, il va générer en fait des résultats pour vous par le mode test A/B ou bien les AB et ça va vous permettre d'optimiser et après il va vous donner en fait le modèle qui génère plus de résultats. Par exemple, également, il y a des CRM pour l'automatisation tels que le Salesforce Instant et Marketo. Ce sont des outils qui vous permettent en fait des, des comment je dirais, de créer un effet de levier en fait sur votre marché. Du côté droit, vous allez voir en fait le côté un peu plus émotionnel, plus relationnel, dans lequel vous allez avoir en fait de chatbots, par exemple pour la création de contenu, pour les interactions, ça c'est partie interaction. Il y a le Copy AI et le Jasper AI ainsi que Lumen ainsi que Claude, je n'ai pas cité ça ici. Donc, il est très important pour ça. Et également pour les étudiants, vous pouvez utiliser aussi Perplexity. Perplexity, c'est une intelligence artificielle qui vous permet de faire des recherches approfondies. Bien sûr, vous ne devez pas dépendre de l'intelligence artificielle. Vous devez vous en servir comme a été déjà dit, comme un deuxième ou troisième cerveau même. Donc, il y a des chatbots d'assistance virtuelle. Je crois que j'ai longuement dépassé déjà mon temps d'intervention, mais je vais juste aller vers la fin. Donc, les stratégies centrées
sur l'usage professionnel. Euh, Ces stratégies, ils exploitent l'intelligence artificielle pour analyser et interpréter de vastes volumes d'informations permettant de prendre des décisions plus précises et basées sur des perspectives en temps réel. Le contenu sera optimisé en temps réel. Par exemple, lorsque vous utilisez en fait l'intelligence artificielle en temps réel, vous pouvez avoir des résultats en temps réel de ce que vous êtes en train de faire et il peut vous dire en fait quelles sont les personnes que vous pouvez cibler, quelles sont les personnes que vous pouvez euh, atteindre. Par exemple, lorsque vous recevez des publicités dans votre téléphone portable et que cette publicité il adresse de manière exacte à votre besoin, il arrive que c'est en fait ce qu'on appelle les mobile GPS. Les mobile GPS, c'est quoi? C'est en fait une intelligence artificielle qui a été développée dans le but de pouvoir cibler les personnes dans les différents environnements dans lesquels ils se retrouvent, de manière à ce que si vous avez fait une recherche donnée, Google envoie vos données à ces agences et ces agences vont commencer à traiter en fonction de votre géolocalisation et ils vont commencer à vous envoyer des publicités qui sont adaptées à votre besoin ou bien en fonction de votre dernière recherche. Donc, ce n'est pas magique, ce n'est pas quelque chose de sorcier, c'est juste l'intelligence artificielle qui est derrière tout cela, qui est en train de faire des recherches. Également, par exemple, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, pour les gens qui sont dans le secteur de l'agriculture, ils peuvent même étudier les terres qui sont disponibles et les terres fertiles et qui peuvent en fait vous permettre d'obtenir plus de résultats. Euh, Juste pour la blague, il y a encore de cela une année, je suivais une conférence et un docteur, il a précisé en disant que il y a l'intelligence artificielle qui a fait un appel à quelqu'un et il a fait l'appel à, à une secrétaire et il a demandé à la secrétaire de faire en fait un versement d'une somme exorbitante en dollars et cette intelligence artificielle a réussi de convaincre en utilisant la voix du patron et il a convaincu la personne et voilà, c'était un anarque. En fin de compte, ça s'est passé en Allemagne. Donc, les stratégies centrées sur les données exploitent l'intelligence artificielle pour analyser et interpréter les données qui sont très vastes. Donc, le contenu optimisé par l'intelligence artificielle, il génère et il améliore les outils tels que, pardon, l'usage des outils tels que le chat GPT, il va vous permettre de créer plus rapidement, personnaliser, adapter les préférences en fait de votre public. Vous allez pouvoir mieux saisir en fait les rêves, les attentes, les espérances, la foi, la conviction de vos clients, la peur de vos clients. Ce sont des choses qui sont très très importantes que lorsque vous êtes en train de créer quoi que ce soit qui est adressé à un public, vous devez être en mesure de pouvoir le saisir. Enfin, la segmentation et le ciblage intelligent, ils utilisent la machine learning pour identifier les profils comportementaux dynamiques, améliorant ainsi la pertinence des campagnes marketing et maximisant ainsi leur efficacité. Ces approches combinées, ils transforment les pratiques professionnelles en les rendant plus performantes et axées sur des besoins individuels. Par exemple, le Customer Journey, je crois que vous allez voir ça davantage, c'est-à-dire le parcours client, c'est quelque chose qui est souvent utilisé par Amazon. Amazon, il connaît qu'est-ce qu'une personne va faire par la suite, pourquoi est-ce que cette personne va faire par la suite. Donc, juste à titre d'exemple pour les étudiants, vraiment, vraiment déjà à la fin, je suis déjà à 25 minutes. Donc, les stratégies centrées sur les données, ils exploitent l'intelligence artificielle pour analyser et interpréter les vastes volumes d'informations, permettant de prendre des décisions plus précises et basées sur des perspectives en temps réel, comme je l'ai dit. Donc ici, nous voyons le cas de figure d'un étudiant. Cet étudiant, il est à l'école et il est en train d'apprendre. Et il s'est avéré en fait qu'aux États-Unis, les étudiants, ils ont obtenu une amélioration de leurs résultats à 30% en faisant utilisation de l'intelligence artificielle. Bien sûr, il y a ceux qui trichent, mais il y a ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour devenir plus intelligents et pour devenir plus compétents dans leur domaine. Ce que je conseille aux étudiants ici présents, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour devenir plus intelligent, mais pas pour tricher, pas pour en fait chercher à obtenir des résultats rapides, mais sans apprendre comment ni pourquoi vous êtes en train de chercher à avoir ces résultats. Donc, la réqualification des compétences est très importante. Pourquoi? Parce que au lieu que vous arrivez dans votre secteur de travail et que vous vous retrouvez bloqué, il est préférable de commencer à apprendre, à dompter les outils aujourd'hui. Pour ceux qui seront, par exemple, des comptables,
la comptabilité aujourd'hui réintègre déjà l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont dans le domaine du marketing, ou bien des RH, ou bien en fait de sciences de la vie, l'intelligence artificielle intègre ces domaines. Pour ceux qui sont dans la médecine, l'intelligence artificielle, elle propose ça. Euh, il y a en fait le patron de de la plus grande euh, intelligence artificielle qui nourrit toutes les intelligences artificielles. Elle s'appelle Scale. Cette intelligence artificielle Scale, elle regroupe le masse de données dans le but de communiquer ça aux entreprises d'intelligence artificielle. Donc, c'était un étudiant. C'est un étudiant en fait qui a réussi de faire ça. Donc, qu'est-ce que vous empêcherez en fait de tirer profit de votre compétence et de pouvoir réussir? Il est devenu un billionnaire. Donc, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez faire l'utilisation de l'intelligence artificielle et préparer mieux votre carrière à l'avenir. Donc, je vous remercie encore d'avoir suivi pour ces 27 minutes et je reste à votre disposition pour des questions que vous allez éventuellement présenter. Merci. Merci beaucoup, docteur Carlos, pour votre intervention de qualité. Et merci aussi pour tous ces outils que vous nous avez présentés et tous les conseils que vous nous avez aussi partagés. Je suis persuadée que chacune et chacun qui nous suit aujourd'hui en a énormément bénéficié. Donc, n'hésitez pas, hein, comme il a dit, de poser vos questions, même s'il y a des zones d'ombre, des choses peut-être que vous voudriez approfondir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, docteur Carlos, au travers de votre intervention, nous avons compris qu'il était très dangereux de rester en arrière, de ne pas chercher professionnellement à se former sur l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle occupe peu à peu tous les domaines professionnels. Donc, nous devons comprendre que l'IA n'est pas une menace, mais un outil qui peut nous aider, surtout, je parle surtout aux étudiants, qui peut nous aider, même aux entrepreneurs, aux marketeurs. L'IA peut nous aider à atteindre d'énormes performances dans nos domaines professionnels, si nous savons bien sûr comment en faire usage. Et je crois que tous les étudiants qui nous suivent aujourd'hui devraient en prendre acte pour assurer leur avenir professionnel, parce que l'avenir se prépare aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Carlos, encore une fois pour votre présentation. Donc, je vais maintenant donner la parole à notre troisième panéliste du jour, le consultant Louis Samaké, qui va nous parler de l'intelligence artificielle dans le domaine de la consultance marketing. À vous la parole, consultant Samaké. Merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Allô? Oui, bonjour, consultant Samaké. Oui, nous vous entendons. Ok, donc aujourd'hui, je vais présenter l'utilisation de l'IA dans le domaine de la consultation. Donc, le marketing à l'ère de l'IA, donc dans le domaine de la consultation. On sait tous que la consultation est un domaine où nous sommes appelés à résoudre les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées, tout type d'entreprise, et d'accompagner aussi des personnes. Voilà. Donc, le marketing est très présent dans le métier du consultant. Le consultant, c'est quelqu'un qui cherche des marchés ou bien à qui on fait appel. Il analyse les besoins du client et puis après, il fait une proposition, il traite le marché, il teste, après, il fait son rapport. Donc, dans toutes les étapes de la consultation, le marketing est présent. Voilà, notamment les 4 P du marketing. Je ne vais pas trop revenir sur ces aspects-là. Donc, dans toutes ces étapes, l'IA intervient à grande échelle. Donc, c'est devenu quand même un impératif stratégique qui change un peu le paysage du marketing et le rôle des cabinets de conseil. Donc, cette technologie permet une hyper-personnalisation sans précédent, une automatisation accrue des tâches répétitives et une prise de décision affinée par l'analyse des données
massif, notamment l'analyse des données du client ou bien des clients ou bien du portefeuille client. Donc, le marché de l'IA dans le marketing est en pleine expansion et on peut dire que cette projection va atteindre 107 milliards de dollars d'ici 2028. Donc, la révolution de l'IA dans le marketing, ça concerne plusieurs aspects, notamment l'automatisation des tâches. Il y a beaucoup de tâches répétitives, comme par exemple de sonder le marché, d'analyser le marché, ou bien même les tâches administratives, faire la facture, élaborer l'offre, ce sont des tâches administratives. Donc, l'IA peut les automatiser facilement. On a l'analyse prédictive. Par exemple, on a un client, on a déjà fait des consultations pour un client. On peut demander à l'IA de nous faire une prédiction des besoins du client, donc ce qui manque au client. Donc, ça, c'est d'une manière qualitative. Et même d'une manière quantitative aussi, l'IA étant alimentée avec des données que nous-mêmes on peut mettre, donc on peut prédire beaucoup de choses. Donc, la prise de décision plus éclairée et plus rapide. Nous avons l'IA générative aussi, qui nous permet de générer des images, des textes, ainsi que des vidéos, ainsi aussi que des présentations. Exemple, la présentation que je suis en train de faire, je l'ai fait avec Gamma, qui est une IA qui nous permet quand même de rédiger des présentations. On peut l'alimenter avec notre propre note, ou bien on lui dit uniquement le thème et puis ça va être généré automatiquement. Donc, nous avons la transformation stratégique aussi. Donc, on sait que l'IA coûte cher, mais ça peut être un levier de performance du moment où on arrive à faire des économies de temps, on arrive à faire des économies des autres ressources. Donc, en 2024, 64% des spécialistes du marketing utilisent déjà l'IA. Donc, et 38% de ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, quand même, vont le faire courant cette année, surtout avec le développement de beaucoup d'outils qui génèrent des images, des vidéos, notamment le VO3 de Google. Donc, l'application concrète, donc, j'ai recensé 3 grands aspects. La personnalisation et la segmentation, la création et optimisation de contenu et l'analyse prédictive et automatisation. Donc, l'IA permet une micro-segmentation dynamique et prédictive, analysant les données profondes incluant les motivations et les valeurs du client. Elle anticipe les besoins du client de manière proactive, transformant la personnalisation d'une simple adoption à une expérience vraiment sur mesure, uniquement basée sur les expériences précédentes du client et les données du client qui sont fournies à l'IA. Donc, la création et l'optimisation de contenus, que ce soit des contenus de posts, de présentation ou bien d'offres, l'IA peut les générer et même les rapports de consultation. Quand on finit de rédiger, on peut donner à l'IA pour que l'IA révise, l'IA détecte les erreurs. Donc, pour l'analyse prédictive et l'automatisation des tâches, j'en ai déjà évoqué. Docteur Carlos aussi a déjà évoqué cet aspect-là, avec l'envoi des emails personnalisés, avec aussi des comptes rendus vraiment adéquats. Dans les cabinets de conseil, je vais donner des exemples plus pratiques. Donc, je vais de haut en bas. Quand on parle de l'automatisation des tâches, on sait que dans un cabinet, on doit recevoir une demande émanant du client ou bien on fait une offre pour le client. Donc, la tâche répétitive à ce niveau, c'est d'abord la rédaction. Voilà. Il y a beaucoup d'IA, on met les idées et puis on demande à l'IA de les restructurer. On peut prendre l'exemple sur ChatGPT, voilà, qui est le
plus connus dans le domaine. Donc, on peut noter de gauche à droite tout ce qu'on trouve. Et puis, avec un prompt adéquat, un prompt personnalisé à notre propre style, à notre propre modèle d'analyse, voilà, ChatGPT peut sortir vraiment un résumé de ce que nous-mêmes nous voulons. Gemini de Google permet de faire la même chose. Voilà. Donc, après, nous avons la rédaction de l'offre. Ça aussi, il y a plusieurs outils d'automatisation et d'IA, notamment N8N, où on peut incrémenter un modèle d'IA, ou bien Make ou Zapier, qui sont des outils d'automatisation qui peuvent concevoir, qui peuvent nous aider à concevoir l'offre automatiquement. Donc, sur ce point, je m'arrête là. Mais quand on part à la recherche et analyse des données clients, un consultant, il est très souvent confronté à des multitudes de données. Un client peut envoyer des dizaines de fichiers où chaque fichier comporte peut-être 500 pages en moyenne. Donc, si on doit analyser tout ça d'une manière classique, ça prend du temps. Raison pour laquelle, dans les missions de cadrage, dans la documentation, les cabinets utilisent beaucoup de gens pour faire la documentation. Chaque consultant fait une documentation des parties qui les concernent, le résumé de la documentation de la partie qui concerne. Donc, en alimentant l'IA de ces données-là, l'IA peut nous faire le résumé et à chaque fois, on peut venir interroger ces données-là directement. Des données textuelles, bien sûr, ou bien même des données chiffrées. Donc, le développement stratégique de l'IA pour les clients, donc l'accompagnement dans la définition et la mise en œuvre des solutions. Donc, dans le développement de la stratégie pour les clients, c'est presque la même chose. Une fois qu'on a alimenté l'IA avec des données, bien sûr avec des prompts bien définis, on peut arriver à ces résultats-là. Donc, l'amélioration de l'expérience client, donc avec les chatbots, les outils de réponse automatique, que ce soit par appel, par message ou bien par email. Donc, ça facilite vraiment l'exploitation des données. Donc, le secteur du conseil en IA est en veille permanente avec une croissance rapide. Le marché mondial devrait atteindre 62,5 milliards de dollars d'ici fin 2025 et 91 milliards d'ici 2025. Voilà. Donc, beaucoup de cabinets comme Deloitte, Accenture, PwC utilisent déjà l'IA d'une manière officielle dans leur consultation et qui ont déjà intégré des IA dans leurs outils, dans leur modèle de traitement des dossiers du client. Donc, l'opportunité stratégique et le bénéfice, on sait que ça peut augmenter de 37% la productivité et d'augmenter les campagnes optimisées à hauteur de 41%, un retour sur investissement de 14% et 83% d'engagement. Donc, mais l'IA a aussi des contraintes. Donc, les contraintes, c'est le coût d'implémentation des IA officiels ou bien qui sont illimités coûtent cher. Le manque de compétences parce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas comment les utiliser de manière efficace. Confidentialité des données parce que si ce n'est pas utilisé en local, on ne sait pas ce que les hébergeurs vont en faire, bien sûr, pour alimenter leurs propres IA et puis utiliser ces données-là peut-être. Et on a les biais algorithmiques. Si les algorithmes ont des défaillances ou bien s'ils sont mal calibrés. Donc, malgré ces promesses, quand même, l'IA dans le domaine du marketing et du conseil n'est pas un obstacle significatif. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu, je vais vous faire une démonstration d'un outil, voilà, d'IA, que j'utilise fréquemment dans mes consultations. Je prends l'exemple sur la création de sites web d'une association.
Donc, je vais devoir arrêter la présentation et le démarrer encore. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc, ça, c'est le notebook LM. Donc, une association que mon client m'a déjà demandé de faire un site web pour eux. Donc, pour cela, je dois faire le cahier des charges avec les données même de la structure. Donc, ça, c'est alimenté uniquement par les données que moi j'ai mis. Voilà, les données sont là. J'ai déjà mis un modèle de cahier des charges que moi-même j'ai déjà grignoté de droite à gauche, pas une version assez complète qui fait partie de ma source. J'ai le règlement intérieur de l'association. J'ai aussi le statut de l'association. Donc, ma base est là. Je peux faire le résumé des documents, le résumé audio, ou bien je peux interroger la base. Donc, si je demande, par exemple, à l'IA de me faire une présentation, si je demande l'IA de me faire une présentation de l'association, donc automatiquement, la présentation est là. Voilà. La FENACOM, ou Fédération nationale des consultants des maladies, une association professionnelle à appeler. Voilà. Donc, on a la création et le contexte, les sièges, les missions et objectifs, les valeurs, composition et adhésion, l'organisation et fonctionnement, et ressources. Voilà. Donc, je sais que si j'avais demandé à ChatGPT de me faire une présentation de la FENACOM, ChatGPT n'allait pas pouvoir le faire, ou bien c'est avec des informations minimalistes, vu que ce sont des données propres que j'ai mis. Donc, ça, c'est un exemple concret de l'utilisation de l'IA. Et à chaque fois, ça puise les données dans les fichiers même que moi-même j'ai déjà soumis. Voilà un peu. À chaque fois que ça donne les références, à quel niveau il a puisé les informations. Donc, ça, c'est un élément très important. Je peux aller aussi sur ChatGPT pour vous montrer un peu comment est-ce que j'ai paramétré mon interface. Donc, pour que vous puissiez voir un peu. Je vais sur ChatGPT maintenant pour vous montrer un peu. Donc, voilà mon ChatGPT. Donc, je l'ai personnalisé de manière à ce que si je donne un prompt, ça reformule automatiquement. Par exemple, je vais lui dire voilà. Donc, si je lui fais ce prompt, vous voyez que ça reformule automatiquement ce que je l'ai dit. Ça restructure d'une manière adéquate. Voilà. Ça, c'est un modèle où l'intelligence artificielle comprend réellement ce qu'on veut et c'est calibré d'une manière automatique avec la méthode rôle, contexte, instruction, contraintes. Le rôle, expert en économie et en stratégie de développement avec une connaissance approfondie des dynamiques socio-économiques de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le contexte, vous souhaitez obtenir un ensemble de vues de la consultation au Mali en termes, voilà. Donc, ça, c'est la reformulation, c'est à travers le calibrage que j'ai mis dans ChatGPT avec GPT personnalisation. Donc, ce que moi je fais dans la vie, donc je l'ai dit que je suis consultant en informatique de gestion et management stratégique. Le style, je veux que ce soit professionnel et je souhaiterais que à chaque sujet que je mets dans ChatGPT, que ça reformule de cette manière afin que l'IA même puisse comprendre et puisse se mettre dans la peau du métier que je veux automatiquement. Ça, c'est un modèle RCI. ChatGPT raisonne de cette manière: rôle, contexte, instruction et les différents types de contraintes. Donc, je peux valider, ou bien s'il fait des erreurs, je peux
je peux corriger, vous voyez. Donc, à travers le prompt reformulé, ça me donne des informations et l'IA devient plus efficace. À chaque fois, il faut que je valide, il faut que je donne l'autorisation pour qu'il continue. Voilà un peu ce que je peux présenter comme outil pratique pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi on parle. Donc, je reviens sur ma présentation. Je reviens un peu sur ma présentation. Restez en ligne, je cherche ma présentation. Ok, bon, anyway, c'est pas grave. Okay, je reviens un peu sur ma présentation pour vous faire un peu la conclusion. Pour vous faire un peu la conclusion, mais quand même l'IA est devenue un élément indispensable dans le domaine actuellement. Donc, on doit l'utiliser d'une manière efficace et toute personne qui l'utilise dans un domaine spécifique doit être vraiment un spécialiste de ce domaine-là. Donc, pour l'évolution de l'IA, donc, on a la maîtrise de l'IA et l'ingénierie des prompts. Il faut qu'on arrive vraiment à maîtriser l'ingénierie des prompts, les inputs de l'IA. Ça, c'est un élément révolutionnaire. Et c'est-à-dire la capacité à communiquer efficacement avec les modèles de l'IA, les résultats, pour avoir des résultats de haute qualité. On a l'analyse et avancée des données, la traduction, ainsi que l'analyse des données chiffrées aussi. On a pensée stratégique et créativité, focus sur le storytelling et la création des liens émotionnels avec le public, la compétence éthique et conformité. Donc ça, c'est l'évolution du rôle du consultant dans le marketing, lors de son marketing pour faire des consultations. Donc, bien sûr, à chaque étape, on peut vraiment personnaliser, mais j'insiste là-dessus, il faut que quelqu'un qui est un spécialiste du domaine manipule l'IA pour avoir de bons résultats. Et à chaque fois, avant de valider une donnée de l'IA, il faut que ça soit revu parce que l'IA fait des erreurs. Donc, ça ne remplace pas les marketeurs, mais les augmente, transformant leur rôle en exigeant un ensemble de compétences renouvelées. Le rôle du consultant marketing évolue d'une compétence purement technique à une compétence stratégique pour l'IA. Donc, l'avenir appartient aux marketeurs augmentés. Donc, comme Dr. Carlos l'a dit, on va avoir des super pouvoirs. Donc, la collaboration avec l'intelligence humaine et l'IA produit de meilleurs résultats. Donc, l'IA agissant comme un assistant puissant qui amplifie les compétences humaines plutôt que de les remplacer. Donc, sur ce, je m'arrête là. Merci. Merci aussi à vous, consultant Samake, pour le partage de votre expertise et aussi de vos perspectives inspirantes. Et il ne fait aucun doute pour moi que votre présentation a profité à chacune et à chacun ici présent. Merci. Nous retenons particulièrement que l'intelligence artificielle dans la consultance marketing et aussi dans tous les domaines d'ailleurs est un outil qui doit être utilisé par un expert du domaine qui saura déceler les éventuelles erreurs générées par l'outil parce que les conséquences de certaines erreurs peuvent être très graves. Nous vous remercions encore une fois, consultant Samake, pour votre intervention. Donc, nous allons donner la parole à notre dernier panéliste du jour, Dr Pagel Ongwanda, qui va nous parler des techniques de vente à l'ère de l'IA. Donc, je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat pour avoir plus d'éclaircissements sur les points que peut-être que vous n'avez pas bien compris. Alors, à vous la parole, Dr Pagel. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous.
Merci encore pour la parole et pour ces moments de partage d'expérience. Et je vais donc de ce pas partager mon écran pour qu'on puisse suivre ensemble ma présentation. Accordez-moi juste quelques instants, s'il vous plaît. Vous arrivez à voir l'écran, s'il vous plaît? C'est visible? Oh oui, effectivement, c'est visible. Ok, très bien. Parfait. Donc, merci encore une fois. Je disais tantôt. Donc, je vais partager avec vous justement quelques techniques de vente à l'ère de l'IA ou à l'aide de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et pour commencer, il faut dire que lorsqu'on parle de technique de vente, j'aimerais juste préciser que je ne veux pas être très académique, je vais plutôt être un peu plus pratique qu'académique, pardon. Donc, si on veut comprendre de manière générale les techniques de vente, de façon générale, avant même de toucher les outils de l'IA, c'est déjà de comprendre que, je pense qu'un commercial, un entrepreneur, ou encore en tout cas une entreprise, peu importe un vendeur, veut aller rencontrer ou bien veut conclure une vente, il y a des préalables, il y a des prérequis qu'il doit avoir, il doit se préparer à l'avance, notamment avant de rencontrer un éventuel client, par exemple, il doit se préparer à l'entretien. Cet entretien nécessite qu'il puisse justement mettre en avant, préparer son argumentaire, bien connaître son produit, évidemment organiser, gérer son temps par la prise de rendez-vous, bien sûr. Et une fois il est sur le terrain, c'est-à-dire il est en rencontre avec, en entretien avec le client ou le prospect, pendant l'entretien, il doit faire très attention aux propos qu'il avance, c'est-à-dire que à la façon dont il communique, parce que les techniques de communication sont très importantes dans la capacité de pouvoir convaincre un client pour pouvoir conclure une vente. Donc, les attitudes du client sont très importantes parce que les attitudes du client vont aider le commercial ou le vendeur ou l'entrepreneur à pouvoir déceler si oui ou non la vente est concluante ou pas. Donc, les techniques de vente, on va dire de façon générale, juste pour baliser le terrain comme ça, on va dire que ce sont des stratégies, d'accord, et des méthodes utilisées pour argumenter, pour mettre en avant les capacités ou encore argumenter autour d'un produit dans le but de pouvoir conclure une vente avec succès. C'est clair, on peut commencer parfois très bien un argumentaire dans le but de pouvoir conclure un client, dans le but de pouvoir convaincre un client, mais à l'issue de cet échange, on se rend compte que parfois, si on ne sait pas bien traiter les objections émises par le client, bien sûr, l'affaire ne sera pas concluante, on ne va pas donc conclure la vente avec succès. Donc, c'est très important de maîtriser les stratégies et les techniques de vente pour savoir comment justement communiquer autour du produit. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure, comment communiquer autour du produit, comment mettre en avant certains aspects du produit qui vont emmener le client à être convaincu, à être rassuré, bien sûr, de son achat. Et c'est ce qui va justement déclencher la vente et permettre à ce dernier de pouvoir faire une expérience d'achat dans notre entreprise. Donc, on nous dit très bien ici que c'est important d'avoir une approche structurée dans le sens où il y a des outils qui vont permettre justement d'identifier les besoins du client, les attentes du client. Il y a des techniques de communication qui vont dans l'échange, bien sûr, dans l'échange entre le client et l'entrepreneur ou le commercial ou le commerçant, le vendeur, etc. En tout cas, quelle que soit l'appellation, nous sommes en face d'un consommateur et d'un vendeur. Donc, dans cette optique, il est très important de savoir comment identifier les besoins du client dans l'échange, parce que parfois, quand on prête attention à la façon dont le client ou le prospect se met à communiquer, on peut déceler quelques éléments qui vont nous aider à orienter notre argumentation, notre argumentaire pour pouvoir le convaincre et influencer son achat. Et j'insiste ici, lorsqu'on parle d'influencer l'achat, il ne s'agit pas, bien sûr, de pouvoir manipuler, d'accord? Il ne s'agit pas de pouvoir survendre un produit. Qu'est-ce que j'entends par survendre un produit? C'est-à-dire que si j'ai un produit, par exemple, qui contient certains aspects bénéfiques pour le client, je ne veux pas exagérer, d'accord, dans les avantages de ce produit au risque non seulement c'est vrai, je vais tout de suite conclure la vente, mais attention, lorsqu'on cherche un client, on cherche un client pour que la relation, d'accord, soit durable à long terme. On ne cherche pas un client à l'instant T. Donc, quand on vend, on doit penser au fait que quand je vends un produit, je suis en train de tisser une relation avec le client. On est bien d'accord que le désir d'une entreprise, c'est d'avoir des clients fidèles. Donc, si je survends un produit, d'accord, j'exagère sur les avantages d'un produit qui n'existe pas, d'accord, je vais essayer d'amplifier certains avantages et que dans l'expérience d'achat ou de consommation, d'accord, du client, il se rend compte qu'il a été dupé
par l'entreprise, par l'entrepreneur, c'est clair que il ne pourra pas revenir, il ne pourra pas non plus recommander l'entreprise vis-à-vis des personnes auxquelles il fait face. Il faut noter qu'un entrepreneur, un commerçant, un commercial, etc., fait face, d'accord, à plusieurs types de profils. Avant de vendre un produit, avant d'être en face, d'accord, d'un client, il faut savoir que quand on est un entrepreneur ou un commercial, on est dans un marché de manière globale, d'accord, un marché global dans lequel, pour l'instant, on ne sait pas qui est intéressé par notre produit. Donc, la population générale devant laquelle on fait face, c'est la population qu'on appelle suspect. Donc ici, suspect n'est pas encore une fois un terme péjoratif, c'est simplement pour généraliser la population devant laquelle on fait face. Face à cette population générale, on va donc user des techniques marketing pour justement arriver à l'étape de prospect. Donc ici, on va observer ce marché général, ce marché qu'on peut appeler un marché global, d'accord, de façon générale. On va essayer de prospecter, connaître un peu les besoins, les comportements d'achat, d'accord, les habitudes de consommation de cette population dite générale qui est englobée des suspects. Et une fois on arrive à déceler un petit peu quelques éléments, d'accord, qui vont nous orienter, qui vont nous aider, on va à ce moment-là, voilà, avoir notre cible. Donc cette cible, on va dire, il faut noter que les suspects ici, ce sont des personnes qui sont susceptibles, hein, ils ne sont pas encore, mais ils sont susceptibles d'être intéressés par notre produit. Par contre, le prospect, autant pour moi, c'est quelqu'un qui est intéressé par le produit, mais il n'est pas encore prêt à passer à l'acte d'achat. Donc, je vais donc m'activer quand j'ai une fois ciblé, d'accord, ma population. Je vais maintenant m'axer sur cette population-là pour mettre en avant mes produits, communiquer autour de mes produits, mettre en avant, comme je le disais tantôt, je l'aurais dit encore, un argumentaire, une communication autour des avantages de ce produit. Et bien sûr, mon but, ce sera de convaincre ce prospect à passer à l'acte d'achat. Et une fois j'arrive à convaincre ce prospect qui passe à l'acte d'achat, bien sûr, j'aurai en face de moi un client qui va faire son expérience d'achat auprès de moi. Le travail n'est pas fini. On est bien d'accord qu'une fois le client a acheté, je ne veux pas qu'il se limite juste à un seul achat. J'ai besoin qu'il puisse répéter, d'accord, plusieurs fois, d'accord, son expérience d'achat dans mon entreprise, dans mon activité, par rapport à mes produits que je lui offre. Donc, c'est très important. Une fois on a un client qui a déjà fait ses preuves d'achat, on ne doit pas se limiter, on doit pousser beaucoup plus loin pour rendre ce dernier fidèle à notre produit. Une autre technique de vente, c'est ce qu'on appelle la méthode CAP. La méthode CAP, beaucoup l'utilisent, d'accord? C'est très important d'utiliser la méthode CAP simplement parce que, et là encore, je vais justement essayer d'insister sur certains éléments. Parfois, quand on va chez certains vendeurs, je dis bien chez certains, juste pour ne pas généraliser, il y a des vendeurs qui parfois, quand ils vendent des produits, ils se limitent sur les caractéristiques. On est d'accord que c'est pas tout le monde qui veut un produit qui connaît forcément les appellations techniques d'un produit. Je prends un exemple simple. Ici, nous avons un vendeur qui veut par exemple un smartphone. Admettons que le vendeur demande un téléphone et je lui présente, je lui dis, écoutez, vous savez, ce smartphone, il a une batterie de 5000 mAh. On est d'accord que tout de suite, un client qui ne s'y connaît pas dans les éléments techniques, il va se demander, mais c'est quoi milliampères? 5 milliampères, ça signifie quoi? Mais dites-lui simplement que cette capacité, d'accord, des milliampères vont permettre à votre smartphone que vous voulez acheter de durer par exemple 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou encore 2 jours par exemple. Et une fois vous dites que ce smartphone va durer 2 jours par exemple, avec la batterie sans pour autant que vous renouvelez votre recharge, tout de suite, il voit l'avantage pour lui de pouvoir acheter le produit. Donc, je prends cet exemple justement pour illustrer mes propos par rapport à la méthode CAP. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on utilise la méthode CAP, c'est bien de mettre en avant les caractéristiques, mais il faut insister sur les avantages. Parce que quand un client vient acheter un produit chez nous, un service chez nous, il a besoin, quand je dis chez nous, parce que j'imagine que nous sommes certainement quelque part des entrepreneurs, d'accord, un étudiant, ou encore quelqu'un qui fait du commerce, ou les étudiants qui sont aujourd'hui étudiants, peut-être voudront un jour ouvrir des entreprises. On ne sait jamais. Donc, je vais porter cette casquette comme ça. Donc, ici, quand un client vient vers nous, c'est très important pour nous, justement, de mettre en avant les avantages. Parce qu'un client vient pour acheter les avantages que vont lui procurer le produit et non pas acheter les caractéristiques. Oui, quoique les caractéristiques sont importantes pour convaincre, pour justement l'emmener à être,
sur le produit qu'il est en train d'acheter, mais avant tout, il recherche l'avantage. Donc, dire à un client, bah, vous achetez ce smartphone avec 500 mAh, vous passez dessus, vous dites simplement, bah, écoutez, avec cette capacité, votre batterie va durer 2 jours sans pourtant renouveler la recharge. Tout de suite, il voit l'intérêt. Si c'est quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui fait des affaires, quelqu'un qui n'a pas forcément besoin, qui peut se retrouver dans des endroits où il n'a pas, je sais pas moi, une prise, par exemple, de recharge, etc., ou bien qui voyage beaucoup, forcément, il verra tout de suite l'avantage du produit que vous lui proposez. Et bien évidemment, il faut appuyer avec les preuves. La preuve, c'est quoi? Si vous pouvez tester via Internet, par exemple, ou encore si vous pouvez l'emmener à voir les statistiques, d'accord, de l'achat de ce type de produit en lui disant simplement, bah, écoutez, pour ce type de smartphone, bah, il coûte tel prix, par exemple, et aujourd'hui, nous avons enregistré, par exemple, on va dire un pourcentage de 50% ou bien 60% de vente. C'est une preuve pour lui montrer que, effectivement, les gens aiment ce produit et c'est un produit de très bonne qualité. Maintenant, on va passer à une autre technique qu'on appelle l'upselling et le cross-selling. L'upselling, c'est quoi? C'est le fait que lorsque vous êtes un vendeur, vous êtes, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est très important de pratiquer l'upselling. C'est ce qui va faire la montée en gamme, c'est-à-dire qu'un client vient vous demander un produit X, par exemple, je prends comme ça, à 1 euro, d'accord? Vous allez donc lui proposer un produit. Lui, dans sa tête, il a vu votre produit en ligne, il a vu votre produit sur votre site, sur votre page Facebook, etc. Il s'attend à payer 1 dirham, 1 euro, par exemple. Maintenant, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, etc., vous allez pratiquer ce qu'on appelle l'upselling, c'est-à-dire la montée en gamme. Ça veut dire que simplement, vous allez lui proposer un produit plus élevé et qui a beaucoup plus de valeur. D'accord? À ce moment-là, on va voir un exemple tout simple, je ne vais pas trop m'attarder, on va voir un exemple plus pratique, que ça soit plus compréhensible. Vous allez donc lui proposer un produit qui coûte beaucoup plus cher avec beaucoup plus d'avantages. Et bien sûr, vous allez lui montrer les avantages que vont lui procurer ce produit à défaut du premier produit qu'il avait choisi et lui montrer il est mieux pour lui d'acheter le deuxième produit qui coûte beaucoup plus cher que le premier qu'il a choisi, simplement parce que pour des raisons qui sont bien valables et bien précis suite à votre échange, en décelant bien sûr suite à ce qu'il vous a partagé comme besoin, etc. Vous allez donc essayer de lui convaincre par la méthode de l'upselling. La deuxième méthode, c'est la méthode de cross-selling, c'est-à-dire que ici, ce sont les ventes croisées. Donc, si, encore une fois, on reste toujours sur ce même exemple, le même acheteur peut, par exemple, demander, je ne sais pas, un téléphone, un smartphone, vous lui proposez, la vente croisée, c'est le fait de proposer un produit complémentaire au produit spécifique pour lequel il est venu dans votre entreprise, dans votre entreprise, j'allais dire. Donc, il veut un smartphone, vous lui présentez simplement, ok, oui, vous voulez un smartphone, mais vous savez que ce téléphone irait bien avec cette pochette. Ah tiens, nous avons également des écouteurs intelligents, par exemple. Ça pourrait aller pour éviter que vous sortiez vos téléphones à chaque fois devant le public, pour éviter des vols, des pertes, etc. Nous avons des écouteurs intelligents qui peuvent vous aider simplement à répondre à vos appels. Pas un seul clic au niveau de vos oreilles, simplement. Cette vente croisée peut séduire le client et le pousser à acheter par la méthode cross-selling. Nous avons également la méthode qu'on appelle la méthode PIN. Donc, la méthode PIN ici, c'est une méthode qui va permettre à ce qu'on puisse être concentré sur le client. C'est-à-dire, c'est une méthode qui permet, d'accord, je vais aller un peu plus vite, c'est une méthode qui permet de pouvoir écouter attentivement le client pour qu'il puisse pour pouvoir connaître ses besoins. Donc, la méthode SPIN, ça permet justement de pouvoir comprendre le besoin du client, questionner le client pour connaître exactement ce dont il a besoin et laisser le client s'impliquer. C'est-à-dire que vous posez des questions au client pour savoir exactement qu'est-ce qu'il recherche dans le produit pour lequel il est venu vers vous. Donc, c'est-à-dire que ça va l'aider à pouvoir lui-même exprimer, on va dire, le niveau de satisfaction qu'il souhaite avoir dans le produit pour lequel il est venu dans votre entreprise. À ce moment-là, ça va vous aider justement à bien reformuler votre argumentaire, vos arguments pour pouvoir le convaincre, etc. Au niveau du need payoff, c'est-à-dire à ce moment-là, ce sera à vous de lui proposer, d'accord, un produit qui va lui permettre d'avoir une valeur ajoutée, qui va justement arriver à le satisfaire. Donc, le need payoff, justement, c'est à ce moment-là que vous allez laisser le client lui-même à exprimer les bénéfices qu'il souhaite avoir de votre produit. Et bien sûr, vous lui proposez à ce moment-là un produit qui va lui apporter une valeur ajoutée et qui va effectivement le satisfaire. Donc, je vais passer rapidement. Donc, la méthode SPIN, c'est justement pour aider à comprendre le client, faire parler le client. Mais pour faire parler le client, il faut être attentif, vraiment concentré, donner du temps au client pour pouvoir l'écouter très attentivement,
Ça va permettre de renforcer une relation de confiance, établir une relation de confiance, la renforcer par la suite et bien sûr avoir des possibilités, des chances de conclure une belle affaire. Nous avons également la stratégie qu'on appelle la vente par le social selling. Le social selling permet d'utiliser les réseaux sociaux, en tout cas tout type de réseaux sociaux, afin d'interagir avec les prospects, développer des relations de confiance, d'accord? Donc, parfois par des chatbots. Je pense que je ne vais pas revenir sur certains outils qui ont déjà été évoqués par les précédents panélistes. Donc ici, le social selling, justement, c'est pouvoir interagir avec les prospects ou les clients, pourquoi pas qu'ils viennent poser des questions sur votre réseau social où vous êtes, où vous êtes plus présent, on va dire, pour pouvoir connaître un produit bien précis, pour pouvoir peut-être vous poser des questions par rapport à ce que vous faites, etc. Donc, ce sera à vous en ce moment-là de pouvoir interagir. Et maintenant, dans le social selling, il y a ce qu'on appelle la technique dite de l'inbound. L'inbound, c'est quoi? C'est le fait de ne pas, on va dire, harceler les prospects, d'accord, par des publicités intrusives, mais plutôt par ce que vous postez sur vos pages Facebook, par vos contenus, par les produits que vous mettez, par les messages qui tournent autour de votre produit, etc. Pourquoi pas par votre story, par votre propre histoire également, ça va pousser les prospects, les clients, d'accord, éventuels, de pouvoir s'intéresser à ce que vous faites. Donc, indirectement, vous êtes en train de faire une publicité et attirer, d'accord, les clients. Et ils vont venir par eux-mêmes, sans pourtant que vous puissiez faire des publicités intrusives. Donc, on va noter ici que le social selling, c'est une stratégie d'accord, qui va faire une prospection digitale, simplement parce que même si certains clients ne viennent pas acheter tout de suite, mais le fait que vous postez chaque fois, à chaque instant, vous êtes bien sûr constant sur vos réseaux sociaux, ça va au final, un jour, pousser ces clients, ces prospects, autant pour moi, à les convertir en clients. Et vous permet justement de pouvoir vendre sur de façon multicanale, c'est-à-dire sur les plusieurs canaux que vous allez utiliser pour pouvoir faire vos ventes. Nous avons donc à côté de ces techniques, c'était utile pour moi, j'ai jugé bon de pouvoir mettre en avant, partager avec vous certains outils qui permettent justement, ou bien qui vont aider l'entrepreneur à pouvoir vendre, ou des outils pratiques de techniques de vente. Nous avons le chat GPT que nous connaissons tous, la star du moment, et plusieurs d'autres, on va dire d'autres outils bien sûr. Donc le chat GPT va vous aider bien sûr à créer parfois des pitchs, d'accord, ou des speeches qui vont vous aider à convaincre vos clients, vont vous aider à rédiger des messages personnalisés, d'accord, envoyer des emails, etc. Simplement, ça va vous aider, ça va vous entraîner à pouvoir justement échanger avec vos prospects en ligne. Nous avons également ce qu'on appelle Microsoft Designer. Donc, Microsoft Designer, c'est un outil, justement, comme Canva aussi, qui vont essayer de créer des bannières, d'accord, sur votre page, votre réseau social. Donc, une bannière, c'est quoi? C'est un élément visuel publicitaire qui va attirer simplement des personnes qui scrollent sur Internet et qui peuvent voir une page Facebook, votre page Facebook par exemple, et qui vont s'intéresser simplement juste à cause de cette bannière visuelle, cet élément visuel que vous avez mis qui fait votre publicité. Ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être un flyer par exemple, on va dire comme ça, une présentation que vous allez mettre en avant, que vous allez utiliser soit Microsoft Designer ou bien Canva, qui va vous aider à produire ces différents éléments pour pouvoir mettre sur votre page, sur vos réseaux sociaux, j'allais plutôt dire. Et donc à ce moment-là, les personnes qui vont scroller sur Facebook peuvent tomber sur votre page et ça va les intéresser, ça va les attirer. Donc là encore, il va falloir choisir des très bonnes images qui sont très attractives. Nous avons également le profil LinkedIn que nous connaissons tous. Donc, c'est un outil également de prospection commerciale qui va nous aider à pouvoir mettre en avant notre personal branding. Donc, le personal branding ici, c'est une marque personnelle qui consiste, on va dire, à construire une image professionnelle forte qui est cohérente avec notre activité et qui va nous permettre de nous démarquer des autres par rapport à l'activité que nous mettons en place. Donc, il va falloir justement mettre en place une très belle photo, d'accord, avec une très belle photo avec un sourire, pourquoi pas, non pas un visage, d'accord, un peu renfrogné. Ça va créer une certaine confiance. Vous allez montrer votre expertise, bien sûr, décrire qui vous êtes, etc. Bien, ça va générer, suite à bien sûr cette bannière, cet outil de prospection, ce personal branding, autant pour moi, ça va justement créer des leads. Donc, les leads, ce sont des prospects qui vont s'intéresser à ce que vous faites, à votre activité, et pourquoi pas les convertir en contact et en client.
Donc, je vais passer rapidement, et compte tenu du temps qui me reste. Donc, vous avez bien compris, je parlais de bannière tout à l'heure, bannière professionnelle. Donc, c'est un visuel, un élément visuel qui va attirer, d'accord, les personnes, les contacts autour de votre activité. Et je prends un exemple, hein, vous allez peut-être mettre sur votre page LinkedIn. J'aide les PME, par exemple, à booster leur chiffre d'affaires grâce à, vous décrivez votre activité, vous mettez votre logo et éventuellement donc les coordonnées, etc. Et tout ce qui va vous inspirer justement en utilisant LinkedIn pour pouvoir mettre en avant votre personnel branding. Nous avons également Spot, qui est une plateforme qui permet de gérer des relations clients, d'accord, tout en un. Donc ça, c'est un élément marketing qui est très, très important. Pourquoi? Parce que ça permet d'attirer de nouveaux prospects qui vont s'intéresser à votre activité, d'accord? Et cet élément permet justement de pouvoir créer des campagnes publicitaires qui vont générer des messages automatisés et qui, comme on l'a dit très bien, ça va justement vous permettre de pouvoir ne pas le faire manuellement, mais qui sont là justement pour pouvoir vous aider à automatiser certaines activités. Je vais passer rapidement. Après, on pourra revenir dans les échanges, bien sûr, c'est juste pour gagner du temps. Ici, j'aimerais partager avec vous un cas plus pratique pour être pratico-pratique, comme on le dit très souvent. On va utiliser dans un cas pratique la méthode, la technique upselling et le cross-selling. On va dire, imaginons un entrepreneur qui veut ouvrir, qui va ouvrir ou bien qui ouvre une page Facebook à 0 dirham ou à 0 euros, une page gratuite. Donc, il y a le nom de l'entrepreneur, on va l'appeler Madame Précieuse, qui a son activité, par exemple, de vente de pâtisserie maison, d'accord. Donc, elle va elle va bien écrire, bien renommer ses produits, c'est-à-dire elle vend les cookies, d'accord, les brownies et les cupcakes, d'accord, qui vont justement, qui constituent son activité principale. Donc, elle va ouvrir sa page Facebook et elle va intituler la page Les délices de Précieuse, parce que son nom c'est Précieuse, par exemple. Le budget, c'est 0 € à ce moment-là, le budget de l'ouverture de la page Facebook, parce que sans publicité, etc. Donc, elle va ouvrir sa page Facebook à 0 €. Maintenant, l'étape 2, ce sera quoi? Précieuse va poster un produit sur sa page Facebook. Désolée. Allô, vous me recevez? J'ai eu un petit bug. Oui, Dr. Pachel. D'accord, oui. très bien. Donc, ici, Madame Précieuse va poster, on va dire, un produit, son premier produit sur sa page Facebook, admettons. Elle publie une photo, bien sûr, appétissante d'un lot de 6 cookies fait maison. D'accord? Donc, elle va mettre comme quoi, cookies fait maison, 6 pièces, le prix c'est 5 €. Et elle va mettre le message comme quoi, commandé par messagerie privée. Donc, vous allez, les clients, les prospects vont donc l'écrire en messagerie privée. La troisième étape, ce sera donc maintenant pour pratiquer, une fois elle a déjà fini de faire ces 2 premières étapes, pour pratiquer maintenant l'upselling, la montée en gamme, comme je le disais tantôt tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va pousser ses prospects, ces personnes qui vont venir, les clients déjà qu'elle a, elle va les pousser à acheter, d'accord, beaucoup plus cher que celui, que les produits, par exemple, visés par le client initialement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, lorsqu'un client va lui écrire en privé, j'ai fait vraiment des simulations comme ça pour qu'on comprenne mieux. Bonjour, je veux commander une boîte de cookies. Donc, on sait très bien qu'elle a dit la boîte de cookies, c'est 6 cookies à 5 €. Précieuse, Madame Précieuse répond, bonjour, merci pour votre commande. Vous pouvez aussi prendre, donc la personne vient pour prendre 6 cookies à 5 €. Elle dit, bonjour, merci pour votre commande. Vous pouvez aussi prendre la boîte gourmet à 8 dirhams avec 4 cookies, plus de brownies fait maison. Donc, elle est très appréciée actuellement. D'accord, elle est très prisée par nos clients, par des personnes qui ont déjà acheté chez nous. Elle est très prisée. Donc, je vous conseillerais de pouvoir faire cette expérience. Je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, elle va mettre cet argumentaire pour pouvoir proposer, d'accord, aux clients, aux prospects, d'accord, cette offre. Le client initialement voulait pour 5 €, mais étant donné qu'elle va essayer d'interagir avec le client ou le prospect en ligne directement dans un chat, qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer de séduire cette personne pour pouvoir vendre à 8 €, ce qui était prévu, la vente à 5 €. Ça, c'est l'upselling, donc c'est une montée en gamme. Donc là, elle a réussi à vendre, par exemple, à 8 dirhams au lieu de 5 dirhams. Maintenant, la technique de cross-selling, c'est quoi? Ce sera la vente croisée. C'est-à-dire qu'on reste toujours sur la même dame. Elle va proposer un produit complémentaire. Donc, après avoir confirmé la commande du client, disons pour 8 € avec la boîte gourmet, Madame Précieuse ajoute, monsieur, madame, petite info, en ce moment, bien sûr, pour toute commande,
de la mini confiture maison est seulement à 2 euros. Donc, au lieu de 3 euros, elle accompagne parfaitement les cookies que vous avez achetés. Vous voulez que je vous en mette un pot? Je peux vous assurer, hein, elle est très bonne cette confiture, c'est fait maison. Sans additifs, sans produits conservateurs, etc. Donc, si ça vous dit, je peux vous rajouter dans votre panier. D'accord? Et le client, peut-être, est séduit à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le client n'avait pas pensé à acheter de confiture, mais elle a réussi, autour de son argumentaire, de mettre en avant les avantages, etc. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veillent sur leur santé. Elles ne veulent peut-être pas prendre des produits avec trop de conservateurs, etc. Et donc, ce client sera séduit. Et bien voilà comment Madame Précieuse a fait également le cross-selling. Donc, qu'est-ce qui se passe? Précieuse fait un post, bien sûr, après cette expérience, après plusieurs expériences, la 5e étape. Madame Précieuse va faire un post avec preuve sociale pour renforcer sa stratégie, bien sûr. Elle va dire, le lendemain, elle va publier, d'accord, une photo de la commande ou bien des commandes qui ont été faites. Elle va dire merci à Sarah, merci à Monsieur Philippin, merci à Madame ceci, etc. pour vos commandes gourmandes, plus la confiture fait maison. D'accord? Vous aussi, testez notre combo sucré à petit prix, en message privé, vous pouvez passer votre commande. La stratégie ici, c'est quoi? C'est d'inciter d'autres personnes à vouloir venir faire également leur expérience d'achat auprès de Madame Précieuse. Si on veut conclure, les résultats, c'est quoi? Madame Précieuse a finalement, vente initiale, c'était 5 euros. Elle a fini, grâce à l'upselling, à avoir 8 euros. Grâce au cross-selling, avoir 2 euros de plus. Au final, Madame Précieuse gagne 10 euros. Donc, voilà un petit peu, on va dire, de façon générale, la technique, bien sûr, sur Facebook. Je parle précisément sur Facebook. Ça peut s'appliquer sur Instagram, etc. En interaction avec le client, bien sûr. Donc, voilà comment Madame Précieuse gagne 10 euros pour une commande qui était à la base 5 euros. Donc, ce sont des stratégies comme ça qu'on peut mettre en avant pour pouvoir vendre beaucoup plus. Pour conclure, on peut dire que oui, l'IA n'est pas un gadget futuriste. Hein. On est dans l'ère de l'IA, on est dans les temps de l'IA. C'est un levier de croissance concret disponible aujourd'hui pour tout le monde, que ce soit petite entreprise, grande entreprise, toute petite et moyenne entreprise, en tout cas entrepreneur, tout ce que vous voulez, étudiant, nous avons tous besoin de l'IA. Mais attention, l'IA ne va jamais remplacer l'humain, mais c'est plutôt l'IA est un combo gagnant avec, bien sûr, l'humain. Ce que l'IA ne peut pas faire, c'est forcément ce que l'humain va faire. Ce que l'humain ne peut pas faire, l'IA viendra justement pour appuyer, pour aider, pour faciliter certaines tâches qui sont parfois très prenantes en termes de temps, etc. Donc l'IA ne peut pas bien sûr remplacer le côté social parce que l'IA n'est qu'une machine, n'est qu'une invention des hommes, bien sûr, qui ne peut pas prendre le rôle de l'être humain. Donc je vous dis merci pour votre attention et je suis toute oui pour toutes vos questions et l'échange qu'on pourra avoir tout à l'heure. Merci encore une fois. Nous vous disons aussi merci, Dr. Pagel, pour cette présentation claire, enrichissante, et aussi pour le mot de la fin. Oui, l'IA ne peut pas remplacer le rôle de l'humain, mais les deux, c'est quoi? C'est un combo gagnant. Donc, merci. Nous retenons particulièrement les 3 profils devant lesquels un vendeur se retrouve, les suspects, les prospects, les clients, et les conseils que vous nous avez partagés pour transformer les suspects en prospects, les prospects en clients, et aussi pour pouvoir fidéliser les clients. Nous vous remercions de nous avoir partagé aussi toutes ces méthodes de vente, CAP, CAP, l'upselling, le cross-selling, la méthode PIN et les outils IA qui nous permettent d'optimiser nos ventes. Voilà, merci encore pour votre présentation. Et donc, nous passons à notre table ronde dans laquelle nos panélistes vont répondre à vos questions. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de poser vos questions et nous espérons que les réponses qui vous seront apportées seront satisfaisantes. Donc, la première question qui est posée aujourd'hui, voilà, que je vais demander au docteur Carlos de répondre à cette question. Quels sont les impacts négatifs de l'IA à l'avenir? Donc, quels sont les impacts négatifs de l'IA à l'avenir? Docteur Carlos, la parole est à vous. Merci pour la Merci. parole. Je remercie aussi à la personne qui a posé la question concernant en fait les impacts de l'intelligence artificielle dans l'avenir. Bon, quand on parle d'un impact négatif ou bien d'un impact positif, parce que j'essaie au moins d'abord de comprendre davantage la question.
Ce sont des impacts négatifs tout court ou bien des impacts positifs aussi? Alors, d'après la question, ce sont les impacts négatifs Tout court. pour l'avenir. D'accord. Oui. Donc, les impacts négatifs de l'intelligence artificielle, ça serait peut-être comme une cigarette pour certaines personnes. La personne peut devenir addict à l'intelligence artificielle et il n'arrive plus à se débarrasser de ça. C'est-à-dire que la personne aime tellement le sucre, l'intelligence artificielle est devenue un sucre pour la personne, je parle ça terre à terre, et que la personne commence à casser tous ses dents. C'est-à-dire quoi? De manière plus claire, parce que là, ça c'est une parabole. C'est-à-dire que la personne, elle utilise tellement l'intelligence artificielle qu'elle n'arrive plus à réfléchir, elle n'arrive plus à décider. Toutes ses décisions, tout ce qu'elle souhaite faire, elle se base sur l'intelligence artificielle. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, au lieu de pouvoir en fait savoir comment travailler, comment raisonner, comment réfléchir et décider, cette personne va toujours dépendre de l'intelligence artificielle pour faire ces choses à sa place. Or, l'intelligence artificielle n'a pas été créée pour ça. Elle a été utilisée, elle a été créée pour que elle aide l'homme à pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc, ce n'est pas pour que l'homme se base simplement sur l'intelligence artificielle, mais pour qu'elle soit une aide, pour qu'elle soit un moyen pour la personne de pouvoir mieux réaliser en fait ses compétences. Également, euh, une autre chose qui ça pourrait produire en fait comme comme challenge, l'intelligence artificielle elle pourrait avoir des impacts néfastes au niveau, j'aimerais préciser ça, au niveau en fait de la santé de certaines personnes. Certaines personnes pourraient devenir schizophréniques tout simplement du fait que ils vont commencer à vouloir forcer l'intelligence artificielle à leur donner du résultat et l'intelligence artificielle ne va pas les donner les résultats qu'ils veulent. Et donc, du coup, ça va commencer à affecter leur état émotionnel, leur état psychologique. Et du coup, cette personne, elles vont commencer à changer leur comportement. Donc, d'où l'importance n'est pas dépendre de l'intelligence artificielle. Bon, ça c'est de manière globale, mais il y a des spécifications qu'on pourrait en fait vous donner. Si vous voulez, c'est préférable en fait d'écrire dans le groupe WhatsApp de Marketing Impact. On pourra vous répondre davantage. Merci. Merci beaucoup, docteur Carlos, pour l'élément de réponse. J'espère que cette réponse est satisfaisante pour la personne qui a soulevé cette interrogation. Alors, il y a aussi une question. Bon, là, la question s'adresse je vais l'adresser au docteur Pagel. La personne dit que j'ai une marque à chaussures. Quel impact l'intelligence artificielle aura-t-il sur le commerce? Voilà, docteur Pagel. Donc, j'ai une marque chaussures. Quel impact l'intelligence artificielle aura-t-il sur le commerce? Très bien. Donc, merci pour la question. Donc, je pense que s'il faut que je reformule la question, je crois que la personne, sauf si je me trompe, qu'elle me corrige, je crois que la personne voudrait dire que j'ai une marque de chaussures et je souhaite quelle serait, bien comment je pourrais vendre voilà, cet article à l'aide des outils de l'IA, si je comprends bien, si j'essaie de reformuler. Donc, je peux dire simplement que ici, c'est très important. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur certains éléments que j'avais déjà notifiés dans ma présentation. Donc, j'ai une chaussure. Si on revient simplement sur notre cas pratique qu'on a vu tout à l'heure, j'ai une marque de chaussures. Comment est-ce que je peux vendre? D'accord? Comment est-ce que je peux avoir un impact positif? Parce que qui dit vente, qui dit forcément on veut faire du chiffre d'affaires, on veut augmenter ses ventes, etc. Maintenant, tout dépend de où on va se positionner. Après, maintenant, la méthode qui nous sied, ce sera laquelle? Est-ce que ce sera la méthode, comme je disais tantôt, cross-selling? Est-ce que ce sera la méthode upselling? Est-ce que ce sera la méthode spin, etc. Est-ce que ce sera quelle méthode qu'on va essayer d'adapter pour pouvoir mieux convaincre nos clients, pour pouvoir
les emmener vers ce sera la méthode du social selling qu'on va essayer de pouvoir justement utiliser pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, tout dépendra de ce que la technique que la personne voudra mettre en avant. Mais quoi qu'il en soit, toutes les techniques, bien sûr, sont bonnes, mais l'important ici, ce sera de savoir comment utiliser, d'accord, les outils IA pour notre avantage. Donc, si on veut s'attarder sur la méthode, par exemple, sur la méthode CAP, on admet, la personne veut vendre des chaussures. C'est clair que si quelqu'un vient vers le vendeur, vient vers la personne qui a posé la question en tant qu'entrepreneur, il va écouter un petit peu la personne parce qu'il y a des personnes qui vont vendre des chaussures. Quel type de chaussures? Est-ce que c'est en cuir? Est-ce que c'est semi-cuir? Est-ce que c'est cuir premium, etc. Donc, les prix également vont aller en fonction de la qualité du produit. Donc, à ce moment-là, il va falloir convaincre le client, comme je disais tantôt, préparer son argumentaire et ne pas se baser sur les caractéristiques pendant longtemps, mais plutôt, si, comme je disais, si on revient sur la méthode CAP, ne pas trop se baser sur les caractéristiques. Bah non, c'est comme ça, c'est conçu de cette manière, etc. Mais c'est de savoir quel type de chaussures je veux vendre, maintenant, c'est fait avec quelle matière, et quels seraient les avantages, c'est-à-dire de bien connaître le produit, d'accord? Parce que c'est très important de se dire, mais tiens, l'IA va faire certaines choses, va automatiser des messages, l'IA va m'aider à préparer des messages que je vais poster sur Internet, etc. C'est très bien, mais attention, on n'oublie pas aussi le côté interactif. Si je ne maîtrise pas les caractéristiques de mon produit et que je laisse reposer tout sur l'IA, je pense que le docteur Carlos l'a dit tout à l'heure, ça va devenir comme quelqu'un qui fume voilà, de la cigarette. Si je reprends ses propos, s'il me les prête. Oui, on va on va reposer tout sur l'IA. D'accord? Ah oui, j'ai un besoin, je veux poster des messages par rapport à mon activité commerciale. Oui, c'est bien, j'ai besoin de l'IA pour m'aider, ok. Mais après, il faut que moi, j'apprenne à connaître mon produit. De manière à ce que si jamais le client me contacte directement, avec une certaine interaction, le social joue un rôle très important à ce moment-là pour, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir entretenir une relation de confiance. Donc, ce n'est pas l'IA qui va entretenir une relation de confiance, ce sera plutôt nous, notre manière de nous comporter, notre manière de pouvoir interagir avec le client, notre manière de répondre aux questions du client, de répondre aux objections du client. C'est ce qui est très important. Parce que justement, attention, j'aimerais juste pour ne pas monopoliser la parole, parfois, les vendeurs font face aux objections pour lesquelles ils ne sont pas capables de pouvoir répondre. Je prends un exemple simple. L'objection, c'est quoi? C'est le fait que je dise, par exemple, à doctorante Cindy, bah oui, doctorante Cindy, vous nous vendez une paire de chaussures, mais je crois que cette chaussure est trop chère. Ah, pour 800 dirhams une chaussure, bah écoutez, c'est trop cher, je ne peux pas acheter à ce produit. Si doctorante Cindy n'a pas les arguments nécessaires et ne connaît pas la qualité de son produit, c'est clair qu'elle va laisser passer le client, d'accord? Mais si elle a bien étudié son produit, elle sait très bien convaincre le client en disant simplement, oui, bien sûr, ne regardez pas le prix, mais regardez la valeur de produit que ça va vous procurer. Vous achetez cette chaussure, mais n'oubliez pas que c'est un cuir premium. Par exemple, là, pour bien illustrer mes propos, je prends cet exemple, n'oubliez pas que c'est un cuir premium. Et si vous voulez, je fais une démonstration avec vous tout de suite. Je prends mon briquet, j'allume le feu, je mets le briquet sur le cuir. Le cuir ne se brûle pas. Je montre au client, ben écoutez, c'est simplement pour vous montrer que c'est un cuir qui est un véritable cuir. C'est pas du semi-cuir. Si c'était du semi-cuir, bah, il va prendre feu tout de suite. Et voilà, c'est simplement pour vous montrer que, et il brille pendant longtemps. Vous achetez à 800 dirhams, vous faites des économies pendant des années parce que cette chaussure peut vous faire 8 ans, 6 ans, 7 ans en fonction, bien sûr, de la qualité de produit que nous vendons. Quand il entend, la chaussure va faire 7 ans, 6 ans, 8 ans, par exemple, il va se dire, tiens, pourquoi pas investir au lieu d'acheter des chaussures à chaque fois 200 dirhams et au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, ça se détériore. Autant pour moi d'investir dans une chaussure qui va me mettre plus de temps que d'acheter à chaque fois 200 dirhams, à 300 dirhams. Donc cet argumentaire, avec d'autres éléments bien sûr en fonction de la qualité du produit, vont amener à pouvoir convaincre le client. Ça, c'est dans l'interaction sur l'IA bien sûr. Donc c'est très important d'utiliser l'IA, mais attention, l'élément social reste très important, l'interaction reste très importante. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Paget. J'espère que la personne qui a posé la question aussi satisfaite de la réponse. Alors, il y a une autre question. J'aimerais, je ne sais pas si ingénieur Corneille peut répondre à cette question. Voilà, si j'utilise l'IA pour traiter un sujet, existe-t-il des outils ou des plateformes permettant de rendre le travail indétectable comme ayant été réalisé par une IA? Donc, est-ce qu'il existe des outils ou des plateformes permettant de rendre le travail indétectable comme ayant été réalisé par une IA?
Donc, à ça aussi, j'aimerais ajouter aussi une question aussi d'éthique. Est-ce que c'est bien aussi de chercher à cacher le travail est réalisé par une IA? Est-ce qu'on ne va pas détecter, surtout dans le domaine aussi académique? Donc, je ne sais pas, ingénieur Corneille, vous pouvez répondre à la question, est-ce qu'il y a des outils, des plateformes permettant de rendre le travail réalisé par une IA indétectable, et quelles sont aussi vos perspectives concernant l'éthique par rapport à ça? Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci, doctorante Cindy, pour la parole. Et à ma connaissance, je ne connais pas encore des plateformes permettant de rendre le travail de l'IA indétectable. Mais ce que je pourrais dire, c'est que nous mettons, nous avons vu l'importance, les bénéfices, les avantages de l'IA, mais nous avions aussi mis l'accent sur le côté humain, la créativité humaine. Donc, c'est pour dire que c'est pourquoi c'est très important que malgré les multiples avantages de l'IA qu'on a actuellement, nous sommes obligés, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes obligés de développer aussi nos capacités cognitives. C'est très important, c'est-à-dire la créativité, la capacité à résoudre les problèmes complexes. C'est très important que nous, plus l'IA évolue, il faut que nous aussi, nous évoluions. J'aimerais même, il y avait une question même il y a une autre question même où c'est Dr. Martin qui l'avait posé. Quel rôle la créativité humaine jouera encore dans un monde de marketing piloté par l'IA? Donc, nous savons que l'être humain est pluridimensionnel. Il y a la dimension physique, la dimension mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc, malgré la puissance de l'IA, il y a actuellement, il y a le côté spirituel. Il y a le côté spirituel que l'IA ne possède pas encore. Je ne pense pas qu'il y a dans l'avenir possédera ces dimensions, le côté spirituel. Donc, le côté spirituel, c'est quoi? C'est lorsque on est inspiré par l'esprit des idées, des idées créatives, des idées de créativité, des idées de belles idées. Donc, l'IA ne possède pas encore ce côté spirituel. Hein. Je ne pense pas que l'IA en possédera. Donc, c'est ça, le côté spirituel, c'est l'un des, comment dire, c'est un des leviers que l'être humain a sur l'IA actuellement, le côté spirituel. La dimension spirituelle où on est inspiré, on a des illuminations, des idées venant de l'esprit. Donc, c'est pour dire aussi que c'est toujours sur la question, existe-t-il des plateformes permettant de rendre le travail indétectable? C'est pour dire que c'est pour cela que nous devons cultiver, développer notre intelligence est très, très important. Est très, très, très important actuellement. Lorsque l'IA nous donne les réponses, bon, c'est à nous, concernant aussi la réponse et la question de l'éthique, c'est à nous maintenant d'adapter, de manipuler ou bien de transformer encore les réponses de l'IA ou bien les informations de l'IA et à notre besoin. C'est pour cela que connaître son sujet, connaître son domaine aussi important parce que pour éviter d'avoir les mêmes, si je prends le cas si je prends l'exemple des mémoires de fin d'études,
si les élèves ou bien les étudiants dépendent uniquement de l'IA, ils ne maîtrisent pas le sujet, ils ne savent pas comment adapter la réponse de l'IA vraiment à leurs besoins, ou bien comment, comment dire là, comment transformer cela. Bon, ils vont se rencontrer, on va voir peut-être que beaucoup de mémoires se ressemblent. Beaucoup de mémoires vont se ressembler et ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas intéressant. Bon, c'est quelques éléments que je peux donner. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Cornet, pour cette réponse très élargie et aussi ce conseil que vous nous avez donné. Donc, nous allons bientôt terminer. J'ai une dernière question pour le docteur Carlos. Une question 2 en 1. Voilà. Première partie, avec l'augmentation du contenu généré par l'IA, quelle est votre réflexion sur le maintien de l'authenticité et d'une voix de marque unique? Avec l'augmentation du contenu généré par l'IA, quelle est votre réflexion sur le maintien de l'authenticité et d'une voix de marque unique? Et la deuxième partie de la question, c'est comment est-ce que l'IA peut rendre les étudiants intelligents? Parce que je vois qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants, moi-même y compris. Donc, comment est-ce que l'IA peut rendre les étudiants intelligents? Alors, docteur Carlos, nous vous écoutons pour les éléments de réponse. Merci. Merci pour ces questions. Juste à titre de rappel pour la première question, s'il vous plaît. Comment? C'est qui l'a posé en fait Oui, la question, puisque comme ça je vais la détecter et trouver c'est qui a posé. c'est Prince Kaongu. D'accord, ça marche. Donc, avec l'augmentation du contenu généré par l'intelligence artificielle, quelle est votre réflexion sur le maintien de l'authenticité et d'une voix des marques uniques? Ah oui, ça c'est une question qui est très très pertinente du fait que lorsque nous sommes en train de faire le marketing, il y a en fait une façon par laquelle McDonald's parle, il y a une façon par laquelle King Burger parle, et tous les deux ils offrent le même produit. Parce que si on n'arrive pas à se différencier dans le marché, euh, notre marque, en fait, elle sera dépassée par celles qui sont authentiques. Donc, je viens de donner ces deux exemples. Pourquoi? Parce que McDonald's, elle a sa tonalité, elle a sa façon de s'exprimer, elle a sa façon de commercialiser. Tandis que, d'une autre part, King Burger, il a aussi sa façon de s'exprimer. Et ils sont différents. Cependant, ils arrivent à se positionner dans le marché et attirer leurs clients. D'un autre côté, il y a Apple et Samsung. Ça, c'est au niveau technologique. Apple, il se focalise uniquement sur les clients qui sont premium et sur les personnes qui sont prêtes à payer cher pour aussi les offrir un meilleur service. Et donc, leur ton et leur langage demeurent authentiques vers ces domaines, et bien qu'ils font quand même l'usage de l'intelligence artificielle, et bien qu'il y a une masse des informations. Et Samsung, par contre, il s'attaque en fait au public général. Donc, il fait son marketing de manière globale pour toutes les personnes. Donc, Samsung, c'est pour tout le monde. Tandis que Apple, c'est en fait, c'est en fait premium. Donc, avec cette augmentation, quelle est notre réflexion que l'on peut tirer? La réflexion qu'on peut tirer en fait de l'authenticité, pour conclure cette première question, c'est que la différenciation, elle fera toujours l'objet des meilleurs positionnements pour ceux qui utilisent, malgré le fait qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, c'est en fait la capacité de se différencier, la capacité de pouvoir euh, faire entendre sa voix de manière authentique, sans être robotique, mais étant toujours euh, plus humain, étant plus en fait à l'écoute de ce que les clients en fait ont comme besoin. Donc il faut cette authenticité-là. Euh, Ça va rendre la marque unique, ça va rendre en fait l'entreprise distinguée et différenciée. Et la deuxième question, c'est concernant en fait les étudiants. Selon Robert Steinberg, il décrit que l'intelligence, c'est la capacité mentale
à s'adapter, à modeler et à choisir des environnements pertinents. Tandis que Gardner, il explique que l'intelligence artificielle, comme l'ingénieur Corneille a déjà expliqué, l'intelligence, elle peut être logique, elle peut être linguistique, elle peut être musicale, elle peut être interpersonnelle dans vos relations. Et les neurosciences, ils associent l'intelligence à des réseaux cérébraux. Ça, c'est juste pour comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence. Mais la définition de l'intelligence, c'est quoi? C'est ta capacité à apprendre. Qu'est-ce que tu apprends en fait avec l'intelligence artificielle en tant qu'étudiant? Qu'est-ce que tu arrives à retenir? Qu'est-ce que tu arrives en fait à retirer de l'intelligence artificielle et à utiliser dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu peux utiliser dans ton quotidien et comment est-ce que tu peux défendre ça? Qu'est-ce qui te permettra de défendre que voilà, ça c'est devenu un acquis à toi? Donc, ça veut dire que tu as compris le sujet, tu as retenu et tu arrives en fait à conceptualiser. euh, Tu es sorti en fait de l'abstrait, de la connaissance académique, parce qu'à l'école, on vous apprend en fait à vous former pour un jour devenir entrepreneur ou bien un jour pour devenir un salarié. Mais on ne vous rend pas un entrepreneur, on ne vous rend pas un salarié. Donc, on vous apprend. Maintenant, qu'est-ce qui va vous faire devenir ça? C'est votre capacité à adapter ce que vous avez appris sur le terrain. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut vous rendre plus intelligent. Oui, vous pouvez en fait demander à l'intelligence artificielle de vous poser un questionnaire, un tas de questions difficiles et complexes pour que vous forcez en fait votre cerveau à réfléchir en fait aux réponses. Vous pouvez faire ça. Au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous donner les réponses, vous l'utilisez pour qu'elle vous aide à devenir plus intelligent. Donc, vous devez être capable de développer votre mentalité critique. Vous devez avoir l'esprit critique. Donc, vous devez être capable de voir en fait d'un autre angle de vue quelles sont les choses que vous pouvez faire. Et pour terminer directement, c'est juste pour dire que lorsque j'étais en train de faire ma thèse et lorsque je faisais mon master et même dans la licence, il y a certaines choses qu'on applique pour être intelligent. Tout le monde est intelligent en fait, c'est juste les sujets qui sont différents. Ce que tu répètes le plus, c'est ce que tu vas maîtriser le plus. Si tu arrives à répéter les informations dans des espaces de temps que vous avez définis, par exemple, je vais étudier le maths de telle heure à telle heure, je vais réviser les exercices tels, je vais faire cet exercice répété jusqu'à ce que je le retiens. La répétition, c'est d'abord la première clé pour l'intelligence. Vous devez répéter, vous devez le garder, vous devez remémorer ça. Et ensuite, vous devez créer des connexions avec votre vie pratique. Ce que j'ai retenu, comment est-ce que je peux appliquer dans mon quotidien? Comment est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle m'apprend que je peux appliquer dans mon quotidien? Et comment est-ce que je peux le réutiliser? Ça, c'est le troisième R, la réutilisation. Vous devez réutiliser, malgré le fait que vous avez utilisé une fois, dans 10 ans, si on te repose la même question, est-ce que tu seras en mesure de répondre à la même question avec plus d'intelligence, avec plus de compétences? C'est ça le challenge de tous les étudiants. Donc, répéter pour mémoriser, relier pour comprendre, réutiliser pour intégrer, ce sont des clés que vous ne devez pas vous en passer. Et ça, c'est une étude scientifique. On appelle les 3 R pour pouvoir devenir plus intelligent. Mais c'est une étude qui a été rédigée en anglais. Donc, je vous invite à faire des recherches, allez sur Google Scholar, cherchez l'article, lisez-le, et ça va vous permettre de retenir le maximum et va vous permettre de devenir plus intelligent, bien sûr. Donc, aussi pour la question de Aude, on ne vous encourage pas à utiliser l'intelligence artificielle pour tricher, bien sûr, mais on vous encourage aussi à utiliser pour votre travaux professionnels. Par exemple, si on veut supprimer, les traces de l'intelligence artificielle, il y a des outils pour ça. Il y a en fait l'outil qu'on appelle Humanized Text AI. Ça, c'est une outil qui vous permet de faire ça. Il y a Smodin. Smodin, une outil qui en fait vous permet de réphraser, réécrire en fait les choses. Pardon. Il y a aussi Undetectable AI, soit XAI. Et il y a aussi l'outil pour en fait contourner la détection des IA, c'est celle que je viens de vous proposer.
Et il y a aussi DeepL. Vous savez qu'est-ce que c'est DeepL? Tout le monde utilise DeepL ici. DeepL, c'est en fait un langage de traduction. Et lorsque vous prenez le test que vous avez utilisé sur, par exemple, l'intelligence artificielle et que vous le collez sur DeepL, DeepL, il change directement tout, il supprime directement tous les éléments en fait de l'intelligence artificielle. Cependant, il faut encore que vous soyez capable de reformuler certaines phrases pour ne pas être trop robotique et lire en fait le contenu que vous allez présenter par exemple dans une réunion, le rapport. Par exemple, vous devez présenter un rapport dans une réunion. Juste à titre d'exemple, pour un client que j'avais aux États-Unis, il me posait la question, quels sont les outils que j'utilisais? Je lui ai dit, toi tu es dans un pays développé, mais tu me demandes des outils à moi. Je suis à ton service. Mais bien que vous êtes je suis à ton service, je n'utilise pas que les outils, j'utilise aussi mon intelligence. C'est ça qu'il ne comprenait pas. Pour lui, malgré le fait il avait toutes les intelligences artificielles à sa disposition, il n'arrivait pas à les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il fallait aussi l'intelligence. Donc, il faut avoir l'intelligence aussi pour pouvoir euh, faire l'usage de, de votre propre capacité mentale. Donc, vous pouvez supprimer le contexte de l'intelligence artificielle et vous passez en fait à l'usage pratique. Vous pouvez en fait aller lire les détails, éliminer les choses qui sont robotiques, mettez là-bas votre propre signature, votre propre authenticité, surtout au niveau de l'introduction de ce que vous présentez, surtout au niveau du développement. Laissez l'intelligence artificielle vous donner juste des modèles et vous donner les solutions vous-même. D'accord? Donc, je crois que j'ai quand même essayé de répondre à 3 questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Carlos, pour ces réponses. De ma part, elles semblent claires, satisfaisantes et j'espère aussi que c'est pareil pour les autres. Donc, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Un grand merci encore à chacune et chacun pour les questions posées et aussi à nos panélistes pour toutes les réponses qu'ils ont apportées, qui ont effectivement apporté plus d'éclaircissement à notre sujet de contemplation d'aujourd'hui, le marketing à l'ère de l'IA. Et par là prend également fin ce webinaire. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir fait de cet événement une véritable réussite. Merci aussi à nos panélistes, encore une fois, ingénieur Corneille, le docteur Carlos English, la professeure Pagel Angwanda et aussi le consultant Louis Samake. On a été notre joie de partager ces moments avec vous et nous espérons qu'ils vous ont été utiles et que nous allons également vous retrouver pour d'autres webinaires tout aussi enrichissants. Donc, avant de nous quitter, je vais redonner la parole au CEO de Marketing Impacto, Dr. Carlos. Il a un mot à nous dire avant de nous dire au revoir. Donc, à vous de nouveau la parole, Dr. Carlos, et merci Juste encore à tous. une parole de reconnaissance et de remerciement pour chacun des participants ici présents. Juste pour vous dire ce que vous allez gagner après cette conférence, vous allez avoir une attestation. Bien sûr, seulement les personnes qui étaient présentes, ceux qui n'étaient pas présents ne vont pas pouvoir recevoir l'attestation. Et vous allez aussi avoir la possibilité de suivre le replay de cette conférence. Et également, vous allez avoir en fait une checklist ayant en fait toutes les, les astuces pour pouvoir appliquer de manière générale dans votre entreprise ou bien dans votre quotidien. Et aussi, vous aurez la possibilité d'avoir le PPT. Donc, chaque PPT en fonction de votre demande. Ça sera envoyé en fonction de la demande que vous allez faire via WhatsApp au niveau de Marketing Impact. Donc, on vous enverra ces informations. Par contre, pour l'attestation et pour le replay, ça sera sur notre site web. Et vous avez aussi la possibilité de suivre le replay des séances précédentes. Il suffira juste de chercher replay au niveau de Marketing Impact et vous allez avoir ça. Donc, je vous remercie encore. Je remercie aussi à tous les panélistes. Je remercie aussi pour votre disposition, votre disponibilité. Et je vous souhaite donc un très bon week-end et appliquez en fait ce que vous avez appris et faites un bon usage. Merci, Dr. Cindy. Merci, Dr. Carlos. Donc, merci encore à toutes et à tous.
Et voilà, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, et Merci. donc On peut à la entendre même tout le prochaine. monde pour se souhaiter aussi un bon week-end, non? Oui, bon week-end à tout le Oui, monde. effectivement. Bonne journée et bon week-end. Merci. Bon week-end Il y à en tout le monde. Bon week-end à tout le monde. Merci à Merci tout le beaucoup. monde et bon week-end. Merci, bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Paget. Merci, Isabelle Pagel. Merci à tous. Merci à vous.